Alors, on est réunis aujourd'hui pour la 4e séance du cycle qualification que nous avons organisée en lien avec la DRETS. Nicolas, d'ailleurs, je te laisse la parole, si tu veux faire un petit mot d'intro. Ouais, très rapidement, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Nicolas Bachet, je suis chargé de mission à la Direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités Grand Est sur l'unité politique de la ville et notamment en charge du suivi et de l'accompagnement de l'ORIV. Donc, merci Laetitia pour cette animation de ce dernier temps du cycle de qualification. Merci à l'ensemble des participants d'être présents. Merci à l'ensemble des intervenants d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'ORIV. Pour ne pas être très long, je vais quand même faire un petit point d'actu parce que vous n'avez peut-être pas vu l'information sur la prochaine contractualisation. On a très peu d'infos, donc quand on en a une, on la saisit, on la donne. Lundi dernier, et en plus c'est en écho en plus avec le sujet du jour, donc c'est plutôt intéressant. Lundi dernier, le ministre de la Ville a lancé la commission participation citoyenne qui est présidée par Mohamed Mechmash. Ce chantier est lancé. Trois objectifs sont fixés à cette commission. Un premier objectif qui est recueillir la parole des habitants. Un deuxième objectif, faire reconnaître et connaître la parole des habitants. Et un dernier objectif qui est intégrer la parole des habitants dans les futurs contrats de ville. C'est une commission qui est installée pour 15 mois. Avec une première étape, c'est comment les habitants peuvent contribuer à la prochaine contractualisation, et un deuxième temps qui est réfléchir sur la place des habitants dans la vie du contrat de ville. 22 membres composent la commission, donc il y a des habitants, il y a des délégués du préfet, il y a des élus, il y a du mouvement associatif. Et l'idée sur la prochaine contractualisation, mais ça c'était déjà en l'air, mais en tout cas ça a été confirmé, c'est de garder cette participation citoyenne, mais pas forcément la mettre en lien avec les conseils citoyens, c'est-à-dire permettre d'autres participations citoyennes, table de quartier, etc., voire imaginer d'autres choses. Donc ce chantier est lancé au niveau national déjà, et il ne va pas tarder à retomber au niveau local, puisque l'ANCT nous annonce depuis quelques temps déjà une circulaire spécifique par rapport à cette participation des habitants et cette construction dans la future contractualisation. Voilà mes brefs propos introductifs, et je te redonne la parole, Laetitia. Eh ben, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là aux précédentes séances, je redis quand même le cadre général de ce qu'on sait sur la politique la prochaine politique de la ville. On est quand même toujours sur le cadre législatif de la loi du 21 février 2014, avec probablement des modifications qui auront lieu, notamment si on pense à l'article 7 de la loi Lamy qui est obligé à mettre en place les conseils citoyens. On peut supposer qu'il sera éventuellement modifié d'une manière ou d'une autre. Le cadre de la prochaine contractualisation, enfin la période, on est bien sur la période 2024-2030 avec, en fait, le but est de coller au calendrier des élections municipales. L'État a fixé 4 priorités qui ne sont pas des axes obligatoires, je le précise, mais c'est des priorités, donc l'emploi, les transitions, l'émancipation et la sécurité. L'idée étant de pouvoir coller au plus près des besoins des territoires. Donc, imaginons que sur un des territoires, ce qui n'est pas forcément réaliste, ce que je vais dire, mais imaginons que sur un des territoires, un des QPV, l'emploi n'est pas une priorité, autant mettre le paquet sur quelque chose d'autre, sur un des autres axes, une des autres priorités, si c'est nécessaire. Concernant la participation des habitants, je n'y reviens pas, étant donné que Nicolas nous a bien posé le cadre là juste un instant. Et donc, l'idée, c'est que d'avril à mai, d'ailleurs, on est quand même plutôt sur la logique de concertation des acteurs. Donc, l'idée de cette consultation des habitants, mais aussi des acteurs des territoires, c'est de coller à la logique du Conseil national de la refondation.
en fait. Et donc là, ce sont des CNR des quartiers qui seraient organisés dans les territoires, mais comme le disait Nico, pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments très formels finalement pour mettre en place tout ça. Néanmoins, nous, le message qu'on fait quand même passer du côté de l'ORIV, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont possibles déjà à faire, ne serait-ce que se demander quels sont les acteurs à mobiliser, quels sont les habitants à mobiliser, quelles méthodes on peut utiliser, et puis éventuellement se mettre déjà d'accord entre partenaires du contrat de ville pour pouvoir lancer les démarches le plus rapidement possible quand ça sera le cas, enfin quand ça sera le moment. Petite info, mais qui n'est pas encore, on va dire, qui n'est peut-être pas encore confirmée vraiment, mais on ne parlerait plus de contrat de ville, mais de pacte d'avenir pour les quartiers, les PAQ. Voilà. Donc aujourd'hui, 4e séance du cycle de qualification. Donc c'est la presque dernière séance puisqu'on en a rajouté une le 6 avril sur la lecture des statistiques. Normalement, vous avez eu l'info. Si ce n'est pas le cas, je vous repasserai de toute façon le lien pour s'inscrire à cette séance-là. Aujourd'hui, on accueille 3 personnes. Pierre-Édouard Martin, qui est directeur adjoint de l'IREV. L'IREV, c'est l'équivalent de l'ORIV sur les Hauts-de-France, Yannick Gauthier, qui est doctorant en sciences politiques, et Gauthier de la Haye, qui fait aussi partie d'un centre de ressources politiques de la ville. Je vais immédiatement arrêter le partage de mon écran pour leur proposer de se présenter et ben de commencer votre présentation. Je vous laisse la parole, les collègues. Bonjour à tous et toutes. Donc Pierre-Édouard Martin, moi je suis directeur adjoint de l'IREV. On est effectivement le centre de ressources politiques de la ville sur les Hauts-de-France. Et puis on a conçu un outil qu'on va vous présenter. On l'a conçu notamment avec l'association S3A, qui est une asso porteuse de conseils citoyens et aussi un lieu ressource pour les associations du côté de Caen. Et cette partie normande, elle est également représenté par Gauthier. Gauthier, je te laisse te présenter. Oui, merci Pierre-Édouard. Donc moi, c'est Gauthier Tolaé, je suis chargé de mission au Centre de ressources politiques de la ville de Normandie. Donc oui, c'est une démarche qu'on va vous présenter qui a été initiée en 2021, il me semble, pour aboutir en 2022. Et puis, on a également un autre nordiste avec nous, c'est Yannick Gauthier, qui est à l'Université de Lille. Yannick, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Yannick Gauthier, je suis doctorant à l'Université de Lille. En fait, je travaille depuis, en gros depuis que je suis en études, en sciences politiques en master, donc en 2015, je travaille sur les conseils citoyens et ça aboutit en fait sur une thèse. Au départ, ça portait sur les publics des conseils citoyens, et ensuite, je suis allé un peu plus loin avec, comment dirais-je? Une partie sur la création de ces conseils citoyens, les conflits qu'il y a pu avoir au moment de la promulgation de la loi, et cetera, comment ça se met en œuvre sur le terrain et puis, comment ça se passe concrètement. Voilà, et donc moi je mobilise des outils, qualitatifs et quantitatifs, et donc je vais vous présenter, les résultats de nos recherches là sur la sociographie en fait des conseils citoyens, donc en gros qui participe. Merci Yannick. Et donc notre outil, effectivement, il contient plusieurs sous-outils. C'est ce qu'on va un petit peu vous présenter. Alors, pourquoi on s'est interrogé sur l'impact des conseils citoyens? C'est qu'en fait, avec le Réseau national des maisons des assos, le RNMA, on avait réalisé un premier travail ensemble en 2015, 2016, 2017, en réalisant des monographies de plusieurs territoires, dont un à Caen-la-Mer et un à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer côté Hauts-de-France et puis Caen-la-Mer côté Normandie. Donc les centres de ressources avaient été intégrés à la démarche. Et il y a 2-3 ans, on s'est dit il faudrait qu'on regarde où en sont nos conseils citoyens, en regardant les monographies de l'époque et puis ce que ça a pu donner. On devait organiser une grande journée sur les conseils citoyens aux alentours de 2020, qu'on n'a pas pu porter évidemment. Et on s'est dit, plutôt que d'attendre cette
grande journée interrégionale où on réunissait tout le monde, comme on était en période de confinement, on s'est dit on va travailler sur un outil qui nous permette de mesurer l'impact ou le chemin qu'ont parcouru les conseils citoyens, et puis qu'on le mette à disposition de l'ensemble des territoires qui ont besoin de mener leurs évaluations. Donc c'était un petit peu l'objectif qu'on s'est donné. Donc l'outil, il est conçu à la base plutôt pour l'évaluation des contrats de ville qui a eu lieu l'an dernier. Mais au-delà de ça, c'est aussi un bon outil pour essayer de se situer ou de situer ces conseils citoyens ou ces démarches participatives par rapport à la loi d'une part, et puis par rapport à la mobilisation collective dans les quartiers d'autre part. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter. Le kit méthodo, je vais vous le mettre dans le chat. Vous pouvez le télécharger librement et on avait réalisé un webinaire explicatif avec l'ANCT l'an dernier. Hop, normalement, il est dans le chat, vous pouvez le récupérer. Et il est conçu sur plusieurs documents. Un document justement où on a essayé de réfléchir à l'intention de la loi, d'où partait la loi. Alors, ce qu'on a voulu, c'est pas seulement prendre le texte de loi, mais aussi toutes les réflexions préalables dans la rédaction du texte de loi. Et cette intention de la loi, elle devait montrer pourquoi on a mis en place les conseils citoyens. Souvent, c'est une question qu'on ne se pose plus, mais en regardant par rapport aux discussions parlementaires de l'époque, au rapport Baquet-Meshmash, on comprenait pourquoi il y avait eu ces conseils citoyens de créer. Donc du coup, ce regard sur l'intention de la loi, il permet de savoir pourquoi cette loi a été faite et qu'est-ce qu'on en a fait. Deuxième outil, là c'est Yannick, c'était le gros travail de Yannick pour l'Université de Lille. C'était, on voulait dresser, on l'a appelé le portrait robot des conseils citoyens, mais c'était aussi de s'interroger sur pourquoi un conseil citoyen était dans le conseil citoyen, qu'est-ce qui s'était passé pour se mobiliser, quel était l'écart entre les chiffres qu'on avait pu récupérer des arrêtés préfectoraux, de l'ONPV, des enquêtes de terrain, pour essayer de mieux cerner qui était dans les conseils citoyens, quel public on pouvait y trouver, quel public, sous-entendu, on y trouvait moins. Et puis, troisième chose qui là était vraiment ciblée sur l'évaluation des contrats de ville, c'était de réunir des focus group. Donc, on va vous expliquer la méthode du focus group, avec des questions évaluatives sur la mobilisation des partenaires, sur la gouvernance, sur ce que les conseils citoyens avaient créé dans leur environnement du quartier, pour essayer de cerner justement le rôle de ces conseils citoyens et sur quoi on pouvait s'appuyer sur les prochains contrats de ville, comment on pouvait les améliorer par ailleurs. Donc, toutes ces données-là, on a une note méthodologique qui nous permet justement de prendre en main ces outils. Et puis, sur chaque territoire, vous pouvez le remettre en place directement en partenariat avec vos partenaires et les habitants mobilisés. Donc voilà, l'outil, il était un peu clé en main. Et l'objectif, c'était de se poser les questions collectivement sur chacun des territoires pour essayer de voir ce qui fonctionne moins, et ce qui fonctionne moins, comment on arrive à remettre de l'huile dans les rouages, justement pour que ça fonctionne au mieux. Voilà un petit peu pour l'ensemble de la démarche. Partir sur le premier outil qui est l'intention de la loi. Donc déjà, sur pourquoi cette réflexion sur la loi? Comme je vous disais, le premier outil, c'est une grille d'auto-évaluation, donc chacun peut le faire. Alors, ce qu'on préfère, c'est quand même qu'il y ait des binômes, trinômes, et qu'ils puissent remplir la grille ensemble pour avoir plusieurs avis. Mais cette première auto-évaluation, elle permet de savoir les écarts entre le texte de loi et ce qui s'est passé sur les territoires. Donc, pourquoi c'est important pour nous? C'est que souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences notables entre ce qui était écrit dans la loi et ce qui a réellement été appliqué. Donc, de ces différences, pour nous, elles peuvent expliquer l'écart de résultats aussi entre les attendus de la loi et ce qui s'est réellement produit. Et derrière, ça veut dire aussi que certaines fois, la loi ne permettait pas l'application directement sur certains quartiers, parce qu'ils étaient trop petits, trop grands, mal découpés ou des choses comme ça. Donc à chaque fois, ça permet de s'auto-évaluer pour savoir est-ce que c'est pour des raisons purement géographiques ou physiques pour le quartier qu'on n'a pas mis en place la loi telle qu'elle était prévue, ou est-ce qu'il y a eu des raisons politiques, ou est-ce qu'il y a eu des freins techniques, et du coup d'essayer de gérer à chaque fois. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est replacer déjà cet article 7-1 de la loi. Les conseils citoyens sont associés à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des contrats de ville. Pour le moment, c'est la loi.
Donc, c'était la loi en 2014 et c'est toujours la loi. Donc, c'est pour ça que je vous remets l'élaboration des contrats de ville. On va être dedans, la mise en œuvre et l'évaluation des contrats de ville qui a dû être faite. Donc, à chaque fois, normalement, il y avait les conseils citoyens qui étaient intégrés à ces 3 démarches et ça vaut toujours pour les prochains contrats de ville, tant qu'il n'y a pas de changement de loi. Gauthier, est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Donc aussi pour rappel, on a repris la frise chronologique. Alors c'était l'exemple sur les Hauts-de-France. Pour montrer, on a eu d'abord une première phase en 2013, c'était le rapport Baquet-Meshmach qui a été construit en début 2013, publié en juillet 2013 et qui a servi aux réflexions parlementaires pour mettre en place et inventer les conseils citoyens. La loi, de son côté, elle est votée en février 2014 et on a le premier contrat de ville de France qui est signé le 9 février 2015 à Arras, donc soit quasiment un an après la loi Lamy. Donc un an après que le texte de loi ait obligé à la mise en place des conseils citoyens dans l'élaboration des contrats de ville. Pourtant, si on regarde la situation sur le Nord, le département du Nord, alors je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres départements, mais grosso modo, ça a été toujours un petit peu dans ce cadre-là. Les conseils citoyens ont été mis en place après la signature du contrat de ville. Donc ça veut dire que déjà, si on regarde le texte de loi, l'élaboration des contrats de ville, elle n'a pas été faite avec les conseils citoyens, puisque généralement, les contrats de ville ont préexisté avant les conseils citoyens. Et en fait, après, ça a été assez vite, après ces mises en place de conseils citoyens, parce qu'on a eu très vite l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville, et puis une évaluation finale qui s'est mise en place après les phases de confinement. Donc on voit en fait, entre l'intention de la loi, où quand on regarde de 2014 à maintenant, en 2023, on a 9 ans, et on se dit que ces 9 ans étaient assez linéaires. Quand on regarde dans les détails de ce qui s'est passé sur le terrain, on voit que les conseils citoyens, ils n'ont pas été mis en 2014, mais plutôt en 2016, qu'ensuite on a eu des phases de crise sanitaire à partir de 2020 et que finalement, il y a eu une évaluation à mi-parcours qui a eu lieu ou pas suivant les territoires et des PE2R, comme c'était appelé, qui ont eu lieu pour pouvoir faire des renouvellements aussi de conseils citoyens. Donc finalement, l'histoire des conseils citoyens, elle n'est pas si linéaire. On n'a pas eu nos 9 ans d'existence des conseils citoyens, mais on a plutôt eu des phases de 4 ans avec quelques embûches au démarrage et quelques embûches à l'arrivée avec la crise sanitaire. Gauthier, je te laisse changer. On va avancer à la suivante directement et encore à la suivante. Encore à la suivante, désolé. Voilà, donc on arrive sur le groupe. Donc, le document que je vous ai mis dans le deuxième lien que je vous ai mis dans la discussion, c'est l'intention de la loi. C'est sur celui-là qu'on va s'intéresser maintenant. Et les points communs ou différences par rapport à ce que disait la loi avec une petite auto-évaluation. Donc, si tu peux, hop, rechanger. Donc, cette grille d'auto-évaluation, elle se présente très simplement. On a repris les textes de loi avec tous les alinéas qui correspondent à une case dans le tableau, c'est la première colonne. L'intention de la loi, ça nous sert à savoir à chaque fois, on est allé piocher dans différents textes, le rapport Baquet-Meshmach, les débats parlementaires, la loi commentée du CGET qui n'existe plus mais qui était intéressante parce qu'elle expliquait pourquoi la loi avait été votée telle qu'elle, et puis un document qui est arrivé un peu plus tard, qui n'est pas une obligation, mais un cadre de référence des conseils citoyens, ce n'était pas sous forme de circulaire, qui permettait de savoir comment mettre en place son conseil citoyen. Donc ça, c'était arrivé en 2015. Donc cette intention de la loi, elle va permettre de réussir à décrypter un petit peu le texte de loi et de savoir vers quoi on voulait aller à l'époque. Et puis ensuite, sur cette grille d'auto-évaluation, on a mis des questionnements en rapport avec l'observation de mon territoire. Donc, par exemple, la loi dit un conseil citoyen par quartier de la politique de la ville. L'intention de la loi, c'était pourquoi? C'était pour que l'ensemble des quartiers prioritaires puissent être représentés par des habitants. Et puis, si on regarde, la question, c'est y a-t-il un conseil citoyen par quartier prioritaire? Alors, on sait que ça peut changer. Si je vous prends l'exemple de Lille, qui n'est pas forcément votre cas, à Lille, on a un énorme quartier de 38 000 habitants qui correspond à une dizaine de sous-quartiers. Donc là, on a effectivement un quartier prioritaire, mais
parce que c'était la loi, mais on s'aperçoit que ce n'était pas forcément la bonne solution parce qu'un quartier de 38 000 habitants, ce n'était pas pertinent. Il aurait peut-être mieux fallu faire 5-6 quartiers. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Roubaix, dans la même métropole, il y avait un quartier de 70 000 habitants, mais il a été redécoupé en 5 sous-quartiers et qui ont amené 5 conseils citoyens, ce qui paraissait plus pertinent à l'usage. Mais ça, en 2015, on ne savait pas, donc chacun a testé comme il pouvait. Et donc ça, c'est justement cette colonne, qu'est-ce qui explique l'écart entre la loi et la réalité du territoire. Donc on voit suivant les contextes locaux, ça peut changer énormément. Nous, ce qu'on peut avoir, c'est aussi des cas qui peut-être vous concernent aussi, 2 petits quartiers assez proches dans une petite ville, et finalement ces quartiers, ils sont de 1000 habitants, donc il y a un conseil citoyen pour ces 2 quartiers, c'est des choses qui peuvent exister. Et puis l'enseignement pour la suite, c'est justement, à partir de ces constats, comment on fait pour la suite pour améliorer ces conseils citoyens. Donc ce texte de loi, il est intéressant parce qu'il permet de rappeler ce qui était dans la loi, le tirage au sort, par exemple, qui était un impératif. Et il permet aussi de rappeler certaines choses et des droits des conseils citoyens. Donc on l'a mis, ce n'était pas dans la loi de 2014, mais dans la loi égalité-citoyenneté de 2017. C'est le droit à congé pour les conseils citoyens, c'est le droit à formation pour les conseils citoyens. Ces données-là, elles sont pas forcément, on les a peut-être un peu oubliées dans la pratique, mais on peut toujours les valoriser. Et de les rappeler, ça permet aussi de rappeler que des conseils citoyens peuvent solliciter leurs employeurs pour prendre un jour de congé pour participer au comité de pilotage sur invitation du préfet. Dans ce cas-là, il faut avoir une invitation du préfet. Donc voilà, on a plusieurs choses comme ça qui permettent de mieux comprendre la loi et réaliser déjà son auto-évaluation et savoir peut-être pourquoi ça a fonctionné ou pourquoi ça a moins fonctionné sur certains quartiers. Donc une fois qu'on a fait ce travail, donc je vois que le format est effectivement un peu petit, vous pouvez le télécharger. C'est un A3 que vous pouvez imprimer et vous mettre à quelques-uns délégués du préfet, chef de projet. C'était ce qu'on avait prévu à la base pour travailler ensemble sur cette petite grille d'auto-évaluation. Ensuite, ce qu'on a voulu, c'est essayer de montrer de manière dynamique le portrait robot du conseil citoyen et ce que ça pouvait apporter comme éclairage. Donc là, on n'est pas sur l'auto-évaluation, on est plutôt sur des données brutes récupérées par Yannick, je vais lui laisser la parole, et qui peuvent expliquer justement en quoi on a des efforts à faire de mobilisation de certains publics ou pas, et puis quels efforts on peut faire notamment sur les tirages au sort qui ont vraiment posé question dans notre analyse ou pas. Yannick, je te laisse présenter cette partie. Ouais, ça marche. Merci Pierre-Edouard. Avant toute chose, je tiens à m'excuser parce qu'en fait, ces derniers jours, j'ai pas eu beaucoup de temps pour reprendre en fait les visuels. En gros, là, ce qui a été posté sur le site de l'IREF, c'est pas à jour. Parce qu'en fait, j'ai retravaillé tout ça pour ma thèse et comme je suis en pleine rédaction, je suis en plein rush et je suis désolé, en fait, j'en ai pas eu le temps. Je comptais le faire ce matin, mais j'étais un peu pris de court. Donc, je vais vous présenter un peu ce travail. Je vais essayer de pas être trop long, mais bon, vous connaissez peut-être les digressions des chercheurs sur leurs propres travaux, etc. Donc, bon, je vais essayer de faire relativement court, mais d'être quand même assez précis pour vous donner les clés si vous voulez faire ce genre d'études aussi sur votre territoire. Déjà, rappelez que c'est un constat qui est quand même assez bien connu. La démocratie participative, elle reproduit les inégalités politiques et sociales parce qu'elle favorise l'enrôlement et l'engagement d'un public d'habitués de la participation citoyenne. Alors, traditionnellement, c'est plutôt des hommes ou des femmes qui sont âgés, éduqués, aisés, retraités, déjà engagés par ailleurs et aussi des électeurs réguliers. Et Pierre-Édouard l'a dit, la loi Lamy, en fait, dans son article 7, elle rend obligatoire le recours au tirage au sort pour constituer les fameux collèges habitants. Et en fait, ma question de recherche, c'était la suivante. Est-ce que cette injonction légale, est-ce que cette obligation permet de renouveler les publics de la démocratie participative? Et dans le cadre de cette évaluation des conseils citoyens sur la gouvernance de la politique de la ville, en fait, je pense qu'une connaissance plus fine des publics qui sont engagés dans ces nouvelles instances, qui sont plus si jeunes maintenant, va permettre en fait d'adapter les stratégies de mobilisation et d'accompagnement des conseillers citoyens et renforcer, comme on dit, la synergie entre les différents partenaires du contrat de ville, alors même que la dynamique actuellement, elle semble s'essouffler ou même s'être carrément éteinte.
et que le futur des conseils citoyens, on l'a rappelé tout à l'heure, est vraiment incertain. On ne sait pas vraiment si ce dispositif va encore exister ou pas. Et donc, dans cette communication-là, j'aimerais revenir sur déjà la méthode que j'ai suivie pour faire la sociographie de ces conseils citoyens. Et puis, je vais vous livrer aussi les principaux résultats pour la région de France. Donc déjà, pour établir le portrait robot du conseil citoyen, enfin du conseiller citoyen dans la région, en fait, j'ai croisé les données de 3 enquêtes différentes. Déjà, il y a 102 questionnaires qui ont été passés au chef de projet politique de la ville de mon territoire par l'ONPV, donc l'Observatoire national de la politique de la ville. Ensuite, il y a les 166 arrêtés préfectoraux que j'ai récoltés entre 2015 et 2022. Et aussi les données issues d'une enquête qu'on a menée avec l'IREV, où en fait on a passé 292 questionnaires aux conseillers citoyens de la région pour connaître en fait leur profil. Et croiser ces sources, ça a permis d'objectiver des écarts dans la mesure des variables dans l'espace et aussi dans le temps. Donc assez rapidement, donc cette enquête de l'ONPV 2018, donc vite fait pour rappel, en fait c'est la loi Lamy qui crée cet organe, cette institution-là, l'ONPV. Et en fait, vous connaissez certainement cet organisme-là. Ça nous permet en fait, enfin je dis ça nous permet, mais ça permet surtout aux professionnels de la politique de la ville d'obtenir des données, en fait, des données brutes sur les QPV. Et par exemple, en 2018, il y a des questionnaires qui ont été passés aux chefs de projet politique de la ville. Et on peut trouver en fait tout un tas d'informations sur les conseils citoyens, comme la mise en place, la composition, le fonctionnement, l'animation, la formation. Est-ce que ces conseils citoyens ont été associés à la co-construction du contrat de ville, les moyens qui ont été mis en œuvre, les actions qui ont été portées, etc. Moi, à l'époque, j'avais obtenu la base de données en contactant directement le chargé d'évaluation et d'analyse territoriale de la direction des stratégies territoriales de l'ONPV. Et par contre, bon, ça a demandé quand même un gros travail de nettoyage de la banque de données, simplement pour que ce soit exploitable et compréhensible. Donc ça demande beaucoup de temps. Autre chose qui demande beaucoup de temps aussi, c'était l'enquête donc sur les actes, les arrêtés préfectoraux. Donc comme vous le savez, la loi Lamy en fait prévoit que c'est l'État en fait qui reconnaît la composition des conseils citoyens. Et donc le conseil citoyen, il existe véritablement, en tout cas aux yeux de la loi, si je puis dire, à partir du moment où l'arrêté préfectoral est pris. Et en fait, ces documents-là, ils sont publiés dans le recueil des actes administratifs, qui sont disponibles en version papier en préfecture et en version numérique en ligne. Donc moi, en fait, je suis allé siphonner tout ce que j'ai pu sur le site des préfectures de la région des Hauts-de-France. Et ça m'a permis d'avoir, par exemple, déjà les noms, les localisations des communes, du QPV, qui sont concernées par l'arrêté préfectoral, la date de la prise d'arrêté préfectoral, la personne qui a pris l'arrêté préfectoral, la demande de validation aussi de ce conseil citoyen, les modalités du portage du conseil citoyen, etc., les méthodes de constitution des collèges habitants et acteurs locaux. Donc, dans certains cas, c'est marqué directement si les gens ont été tirés au sort ou pas. On peut aussi, du coup, avoir le nombre d'individus. Est-ce que c'est des titulaires, des suppléants? Est-ce qu'ils ont été tirés au sort? Est-ce que c'est des volontaires? Quel est leur nom? Quel est leur sexe? Quelle est leur date de naissance? Et pour les associatifs, quelle est la structure d'appartenance, le lieu de résidence, etc. Donc, c'est vraiment très complet. Mais ça demande beaucoup de travail déjà pour les récolter, parce que c'est pas évident en fait de les chercher. Moi, j'ai fait ça manuellement en fait. En gros, je me souviens que j'ai consulté 5556 pour être exact, recueil des actes administratifs, pour finalement en retrouver 166 arrêtés préfectoraux. Et donc j'ai fait ça en fait à la main, si je puis dire, visuellement. Sachant que des fois c'est pas évident, c'est des scans, donc en fait on peut pas faire une recherche par mots-clés. Et certains arrêtés se perdent, donc c'est extrêmement chronophage, mais ça permet quand même d'avoir des chiffres on ne peut plus officiels en fait. Alors moi, j'ai pas eu cette aide-là, mais si jamais vous voulez faire ce travail-là sur votre territoire, demandez de l'aide à la préfecture pour les recenser, ces conseils citoyens. Demandez aux partenaires du contrat de ville une copie des arrêtés préfectoraux, éventuellement constituer une équipe pour collecter les arrêtés préfectoraux et coder les données. Moi, en fait, j'étais seul à travailler sur ça, sur toute la région, et
Et bon, c'était vraiment difficile, mais bon, ça vaut le coup quand on voit les données qu'on arrive à avoir, et je vous les exposerai après. Et puis donc cette dernière enquête là, CERAP-CIREV 2019. Donc en gros, mon laboratoire s'est associé à l'IREV pour qu'on puisse en fait passer des questionnaires à tous les conseillers citoyens de la région. Et en fait, c'était un questionnaire qui était assez accessible, assez court, recto verso, parce que ça s'adresse à des publics populaires, comme on dit. Donc je voulais pas leur donner 5 pages, même si ça aurait été passionnant pour moi, parce que j'aurais forcément eu beaucoup de données. En tout cas, il y avait 15 items avec des trucs du genre l'année de l'enrôlement, la méthode d'enrôlement, les motifs d'enrôlement, voilà, et puis des informations plus comment dire, plus sociographiques comme le sexe, la date de naissance, etc. Si ça vous intéresse, je peux toujours vous transférer, comment dirais-je, vous partager ce document, ce questionnaire, si vous voulez le réutiliser. Il est loin d'être parfait, et j'en suis conscient, mais c'est peut-être une base en tout cas. Voilà, et donc pour passer directement aux résultats, pour éviter de m'attarder trop sur comment on fait en fait. Donc déjà dire que donc vous savez la loi Lamy en fait elle rend obligatoire le recours au tirage au sort, mais ce qu'on a remarqué c'est que l'injonction légale au tirage au sort elle n'est pas définie dans le cadre juridique, et si vous voulez c'est extrêmement souple dans le cadre de référence. Pierre-Edouard l'a rappelé, c'est pas un document qui est juridiquement, pardon, j'ai plus le terme, mais en gros, c'est pas opposable. Et donc, en fait, chacun fait un peu comme il veut. Chacun interprète le truc un peu comme il veut. Et effectivement, dans les 3 enquêtes, ce que j'ai remarqué, c'est que l'interprétation des textes, ça a conduit à la prolifération d'une diversité de techniques de recrutement qui sont non exclusives les unes des autres pour constituer ces collèges habitants. Par exemple, on a le tirage au sort, l'appel à volontaires et la nomination. Ça, c'est les trois grandes méthodes, on va dire. Et par ailleurs, quand le tirage au sort est utilisé, en fait, il y a différentes modalités de tirage au sort. Je le dirai tout à l'heure, mais tirage au sort sur les listes administratives, sur les listes de volontaires, etc. Et donc, en fait, ce qui se cache derrière tirage au sort, c'est tout un tas de méthodes qui vont en fait remettre en cause l'efficacité du tirage au sort comme instrument de démocratisation de la fabrique des publics, de la démocratie participative. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que dans l'enquête où je siphonne les données des arrêtés préfectoraux, on se rend compte qu'il y a 61,70% de tirés au sort pour 38,30% de volontaires. L'ONPV, c'est à peu près pareil, c'est 64% de tirés au sort. Et par contre, ça chute dramatiquement quand on demande directement aux conseillers citoyens, parce que selon eux, donc, il y aurait à peu près 10,26% de tirés au sort seulement, et donc 90% quasiment de volontaires. Et donc là, on voit bien que, bon, en fonction du public auquel s'adressaient les questionnaires, etc., les différents documents, on a plus ou moins dit la vérité, parce que ça nous a arrangé, quoi. Donc ces arrangements institutionnels remettent en cause l'efficacité du tirage au sort, forcément. Donc le cadre de référence national, il précise que le collège habitant, il doit être constitué en grande majorité à partir d'un tirage au sort sur les listes administratives. Sauf que, en fait, j'observe que 31,82% des collèges habitants de la région ont été constitués par un tirage au sort effectué sur une liste de volontaires, et par ailleurs que quasiment la moitié d'entre eux l'ont été exclusivement à partir de cette source. Et ça pose problème parce qu'en fait, le volontariat, forcément, ça favorise l'enrôlement des habitués de la participation citoyenne. Et cette méthode aussi, elle risque de frustrer des volontés d'engagement qui ne referont peut-être pas surface si elles ne sont pas satisfaites. Ensuite, l'analyse montre qu'il y a 24% environ des collèges habitants qui ont été constitués par un tirage au sort effectué sur les listes électorales. Et par ailleurs, à peu près 20% d'entre eux ont été exclusivement constitués à partir de cette seule source. Et comme vous le savez, en tant que professionnel de la politique de la ville, ça pose problème parce que dans les QPV, dans les quartiers prioritaires, la part moyenne des étrangers, c'est 19,6%, et donc ils sont non inscrits sur les listes électorales. Et puis, d'autre part, la part des moins de 24 ans est de 38,6% dans les QPV, et donc ils sont très souvent mal inscrits sur les listes électorales. Donc on touche pas les publics les plus exclus habituellement de la participation citoyenne. Et donc, en fait,
toutes ces adaptations, elles s'expliquent par un travail institutionnel des professionnels de la politique de la ville, que ce soit les élus ou les techniciens, parce qu'en fait, il fallait adapter cette innovation-là, ce tirage au sort, aux configurations locales. Déjà, le déploiement du tirage au sort, il s'est heurté à des coûts politiques qui ont abouti à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies parfois d'instrumentalisation, de contournement, voire de neutralisation du tirage au sort par les élus locaux. Donc je m'attarde pas trop là-dessus, mais bon, bah, c'est l'idée que finalement on a peur de qui va être dans ces conseils citoyens, d'autant que c'est des publics populaires, et donc il y a eu certaines stratégies pour éviter en fait de faire ce tirage au sort. Et puis d'autre part, le tirage au sort, il s'est heurté à des coûts techniques qui aboutissent à l'élaboration, à la mise en œuvre de stratégies de recrutement incrémentales au moment de la préparation, de la mise en place et du suivi du tirage au sort. Il ne s'agit pas de taper sur les techniciens, bien entendu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les techniciens ont fait ce qu'ils ont pu avec très peu de moyens. Le tirage au sort, il suppose de détenir et de mobiliser des ressources assez importantes, comme du temps, une coopération active avec les prestataires de services qui seraient à même de fournir ces listes pour faire le tirage au sort, des moyens techniques et logistiques, et des compétences spécialisées pour exploiter les données. Donc en fait, les techniciens ont fait comme ils ont pu, avec peu de moyens. Et puis, il y a une autre difficulté aussi, c'est qu'au moment du recrutement, au moment où les techniciens ou même les élus sont allés faire du porte-à-porte, par exemple, pour aller chercher les gens, en fait, les habitants qui sont sollicités, ils expriment surtout une méconnaissance de la politique de la ville. C'est une politique publique qu'on ne connaît pas. Ils sont aussi assez indifférents, globalement, concernant la création du conseil citoyen. On observe une défiance vis-à-vis du personnel politique et une lassitude aussi à l'égard de la participation citoyenne, notamment dans les quartiers, qui est jugée comme un échec, en fait. Et donc, face à ces difficultés, les agents des collectivités, en fait, ils ont recruté des conseillers citoyens dans le vivier des volontaires, qui sont composés par des habitués de la participation citoyenne. Alors, sur les données vraiment brutes, une fois que les tirages au sort ont été mis en œuvre, alors sur la variable de sexe, déjà, dire que le tirage au sort ne permet pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes. Alors dans les collèges habitants de notre région, avec Pierre-Édouard et moi, en fait, on a remarqué qu'il y a 54% des gens qui sont des femmes et 45% des gens qui sont des hommes. Donc en fait, la parité qui est rendue obligatoire par l'article 7, elle n'est pas respectée, mais bon, vous le remarquez, ce déséquilibre, en fait, qui est par ailleurs pas dû au tirage au sort, permet de casser la tendance de la surreprésentation des hommes, qui est souvent observée en fait dans les dispositifs de démocratie participative. Et d'ailleurs, il y a 57% des membres des collèges, associations et acteurs locaux qui sont des hommes. Donc vous voyez, là, on a renversé en fait la tendance. Et en fait, que les conseillers citoyens des collèges habitants aient été recrutés par tirage au sort ou par appel à volontaires, les femmes sont en moyenne plus nombreuses que les hommes à se saisir d'un engagement dans ces conseils citoyens. Et donc, a priori, il semblerait que le tirage au sort n'influence pas la répartition sexuelle des participants, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. D'autre part, le tirage au sort, malheureusement, il ne permet pas de rajeunir le public des participants. En moyenne, on a compté que pour la région, les collèges habitants, ils ont 49 ans à peu près. Et donc, en fait, l'analyse, elle confirme bien l'importance de la variable quantitative continue de l'âge sur les facteurs sociaux de la participation. En français, ça veut dire que, en fait, plus les gens sont vieux, et plus ils ont tendance à s'engager. Même si cette trajectoire-là, elle tend quand même à s'inverser progressivement après 65 ans. On retrouve moins de personnes qui s'engagent après 65 ans. Vous le savez, par rapport à la population réelle des quartiers prioritaires, les jeunes sont largement sous-représentés et les plus vieux sont surreprésentés dans ces conseils citoyens. Et alors contre toute attente également, les résultats démontrent que les conseillers citoyens qui sont recrutés par tirage au sort, ils sont en moyenne plus âgés que ceux qui ont été recrutés par un appel à volontaires. Et la courbe de répartition des enquêtés va suivre en fait la même trajectoire linéaire, donc plus on est vieux et plus on participe. Et donc la conclusion de ça, c'est que le tirage au sort n'a pas permis de rajeunir les publics de la démocratie participative. Et ensuite, dire que le tirage au sort ne permet pas non plus de susciter la participation des personnes en situation d'exclusion sociale. En fait, les conseillers citoyens, ils sont largement surdiplômés par rapport à la population qu'ils représentent. Et la sociographie, elle révèle une faible sous-représentation des actifs en emploi, aussi la très large sous-représentation des actifs sans emploi, et la forte surreprésentation des retraités.
Ce qui révèle finalement, et c'est pas nouveau, que les conditions d'existence, comme le fait d'être disponible, quoi, ce qu'on appelle la disponibilité biographique, bah, ça a contribué à rendre possible l'engagement participatif de ces gens qui sont dans les conseils citoyens. Notre enquête, elle met aussi au jour la surreprésentation des catégories socioprofessionnelles supérieures, donc des CSP+, et la sous-représentation des catégories socioprofessionnelles, j'aime pas ce terme-là, mais inférieures, entre guillemets, donc ouvriers, employés, etc., par rapport à la population cible. Donc même si on est dans des quartiers populaires, eh ben, en fait, c'est toujours une espèce d'élite des quartiers populaires qui participent davantage que les autres. Et enfin, toutes les catégories de conseillers citoyens se mobilisent dans l'engagement public. Vous savez, l'un des axes de cette loi, c'était de dire, bah voilà, nous, on veut mobiliser les invisibles, les personnes qui participent jamais, etc. Et ben en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les membres des collèges habitants, bah, c'est des habitués de la participation comme les autres, parce qu'ils sont 88,59% à être concernés par au moins une catégorie d'engagement, qui ne soit pas le conseil citoyen, donc que ce soit engagement associatif, engagement en centre social, démocratie participative, syndicats, politique. Et puis pour finir aussi, voilà, les conseillers citoyens s'engagent massivement dans la participation par les urnes. Donc c'est essentiellement ce qu'on appelle des bons citoyens, donc des électeurs réguliers. Et donc là non plus, le tirage au sort ne remplit pas cette promesse-là. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, le tirage au sort n'a pas permis de renouveler les publics de la démocratie participative. Mais en conclusion, j'aimerais quand même dire qu'une méthodologie adaptée peut quand même aider à surmonter les obstacles qui se sont heurtés à la mise en œuvre du tirage au sort. En fait, dans la littérature, qu'elle soit scientifique ou même technique, ce qu'on appelle, je crois, littérature grise, bah, les enquêtes qualitatives, elles montrent que le tirage au sort, quand il est bien mis en œuvre, permet d'enrôler les inouïs de la participation citoyenne, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus éloignées de la participation citoyenne a priori. Et en fait, pour répondre aux exigences de cet instrument démocratique qu'est le tirage au sort, hein, un outil très puissant, mais aussi très exigeant, eh ben, on recommande d'adopter une méthodologie en 3 temps, une méthodologie de préparation, de mise en œuvre et de suivi. La préparation, c'est simplement, enfin simplement, non, c'est difficile, mais constituer une liste déjà en croisant les sources et mener une campagne d'information auprès des habitants. Se rappeler que les listes électorales, bah, elles suffisent pas. Elles discriminent par exemple les étrangers, les jeunes, qui sont à la fois non inscrits et mal inscrits sur ces listes. On peut utiliser des listes fournies par les bailleurs, par EDF, etc. Mais comme je vous le disais, bah, et vous le savez, vous êtes les premiers concernés, ça demande énormément de travail. Ensuite, il faut mettre en place ce tirage au sort directement. Donc, le mieux à faire, c'est d'utiliser des logiciels informatiques fiables qui permettent de faire ça, de faire cette sélection et le faire en présence d'un tiers garant. Généralement, quand ça s'est fait, c'était en présence de l'État, donc ou un délégué du préfet ou directement le PEDEC, si vous en avez sur votre territoire. Nous, c'est notre cas. Et puis, une fois que c'est terminé, enfin, une fois que c'est fait, ce tirage au sort, il faut les suivre aussi, les gens. Il faut mobiliser les personnes qui sont sélectionnées, il faut répondre à leurs questions, il faut lever leurs doutes pour donner un sens en fait à cet engagement participatif et aussi développer la dynamique du groupe, parce qu'on parle souvent de dispositifs, mais avant tout, c'est des gens qui se réunissent et qui font vivre en fait ce collectif. Et en fait, comme je vous le disais, bah, la mise en œuvre de cette méthodologie, ça suppose des ressources et des compétences qui sont souvent incompatibles avec la réalité du métier de professionnel de la politique de la ville, parce que on a plein de choses à faire et on n'a pas les moyens de tout faire. Et donc c'est pour ça que l'idéal, ça aurait été que les collectivités locales, donc que ce soit les communes ou les intercommunalités, se fassent accompagner en fait par des prestataires extérieurs tout au long du processus, histoire de décharger quand même les chargés de projet politiques de la ville qui ont beaucoup de choses à faire. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère ne pas avoir été trop long. Excusez-moi. Et merci pour votre attention. Je crois que je peux laisser la parole à Gauthier, à moins que Pierre-Edouard reprenne la main. Bah, je voulais prendre une anecdote très parlante, hein, Yannick, que tu avais pu observer. C'est une cérémonie de tirage au sort où le tirage au sort se fait par informatique, il y a un clic, tout le monde est content, hop, on passe à autre chose et finalement personne n'a noté qui était tiré au sort. Et du coup, c'est le genre de mésaventure qui prouve que des fois, bah, on n'avait pas
on n'avait pas eu le temps de préparer la technique et la suite. Et on se disait, bon, ben, l'objectif, c'est de tirer au sort. Une fois qu'on aura fait ça, on passera à autre chose. Ben non, parce que personne n'avait noté les noms qui avaient été tirés au sort. Et ça, c'était symptomatique, je trouve, cette anecdote. Donc, c'était dans un petit quartier sur les Hauts-de-France. C'était symptomatique de ce sentiment d'avoir une obligation à faire et de le faire très vite pour passer à autre chose sans prendre le temps justement de construire une mobilisation autour de cette recherche des inouïs. Et ça, je trouvais que c'était assez symptomatique. On va peut-être prendre avant de passer à Gauthier, je pensais peut-être prendre quelques questions parce que ce que disait Yannick est super intéressant et souvent ça soulève quelques questionnements dans les auditeurs. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez quelques questions à poser sur cette enquête. Pas de D'ailleurs, questions? peut-être en attendant, Oui, vas-y. peut-être qu'on reprenne la main. Là, je suis en train de travailler sur la démobilisation des conseils citoyens. Alors, c'est pas super joyeux, mais en fait, ce qu'on remarque, pour continuer un peu sur ce que je disais, c'est que malheureusement, les tirés au sort sont les premiers à se démobiliser, en fait. Parce que bon, ils ont été chopés un peu au hasard souvent et ce qui est très bien. Mais en fait, ils ont pas vraiment de motivation, à participer, comme ils sont pas volontaires, on est venu les chercher et en fait, c'est un peu à eux de se créer leur propre motivation et donc quand tout va mal, bon, bah, c'est les premiers à s'en aller, quoi. Puis du coup, ça rejoint toute la question de l'engagement. Enfin, à un moment donné, on s'engage aussi, pas par obligation, mais parce qu'on y trouve un intérêt à la fois individuel et peut-être après collectif. Mais Mmh. comme tu le disais, Yannick, si derrière, il n'y a pas de, comment dire, d'animation ou, oui, pour faire vivre le collectif. Et pour moi, là, ça rejoint aussi un autre point et un autre écueil, je pense, qu'il y a eu avec la question des conseils citoyens, c'est la question de l'ingénierie en termes d'animation. Enfin, animer des collectifs d'habitants, en fait, c'est un vrai métier. Enfin, on peut pas faire ça en 5 heures de temps de travail sur son ETP, quoi. Enfin, Et puis c'est tout le problème de cette dimension de l'obligatoire justement. Parce que, alors je pense que c'est une très bonne intention, hein, oui. de se dire: «Voilà, il y a pas de démocratie participative partout, maintenant, ce sera le cas», et cetera. Mais forcément ça contraint et puis, vous l'avez peut-être vécu sur vos territoires, mais, bon parfois il y avait déjà des dispositifs qui étaient mis en œuvre. Ça fait un peu doublon, on sait pas trop quoi en faire de ces conseils citoyens. Il faut les remplir à tout prix parce qu'il y a une obligation légale. Voilà, ça pose tout un tas de problèmes, là où, justement le rapport Bakhit-Meshmash, donc 2013, prônait plutôt une participation, one shot, c'est-à-dire, par exemple par les tables de concertation, on se mobilise en fait, les gens se mobilisent sur un sujet, en particulier. Ça peut durer une semaine, 3 mois, voilà le temps qu'il faut pour, obtenir, satisfaction, négocier éventuellement avec les acteurs publics et cetera et puis, terminer. Que là, c'est un dispositif pérenne, c'est plus compliqué de mobiliser les gens dans la durée et bah, les techniciens ont déjà eu beaucoup de mal à mobiliser, des conseillers pour une première mouture, en fait. Forcément, les gens déménagent, les gens se découragent. Avec le covid, j'ai même vu des gens mourir. C'est terrible, mais c'est vrai et forcément, comme c'est les plus vieux qui participent, en fait, ils sont pas renouvelés, c'est comment dire? Leur défection n'est pas compensée. Donc ça pose vraiment, tout un tas de problèmes. Anaïs, tu peux réactiver ton micro si tu veux, comme ça tu peux témoigner directement. Oui, moi je partage totalement ce qui a été dit ce matin, hein. Moi je suis arrivée sur mon poste en octobre 2022. Effectivement, tout ce qui a été dit là, je l'ai déjà remarqué, hein, démobilisation des conseils citoyens par rapport à ce qui avait été posé au départ. Le tirage au sort un peu bancal, que j'ai pas, enfin moi je découvrais, hein, la politique de la ville, j'ai pas très bien compris pourquoi on avait fait ça de cette manière. Et voilà, je me pose aussi la question de la place de l'institution dans ce type de mobilisation. Par exemple, nous, on finance une association pour mettre en place les conseils citoyens, donc la neutralité de l'institution vis-à-vis de cette mobilisation. En fait, dans les faits, on dirait qu'il n'y en a pas, mais en fait, on dirait qu'il y en a, mais en fait, il n'y en a pas. Parce qu'on finance, parce que souvent la ville est présente, la métropole également. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une méfiance, je trouve, hein, après ça dépend des quartiers, hein, chaque quartier est différent,
Mais c'est vrai qu'il y a une méfiance vis-à-vis des institutions et des politiques parce que, bon, très souvent, les habitants ne se sentent pas entendus. Et nous, c'est vraiment au niveau des problématiques de logement avec les bailleurs, par exemple. Donc voilà, je me posais juste la question de quelle est la place de l'institution dans tout ça, d'autant qu'il y a cette méfiance et d'autant qu'au final, on n'est pas vraiment neutre là-dedans. On n'est pas censé intervenir, hein, il me semble bien, au niveau des conseils citoyens. Et au final, dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, donc, juste petite réflexion sur ce qui vient d'être dit. Voilà. Ouais, à mon sens, en fait, comment dire? À mon sens, c'est tout le malheur de la démocratie participative à la française. C'est-à-dire que c'est des dispositifs qui sont institutionnels, qui sont portés à bout de bras, et de manière, en fait, tout se fait de manière descendante. Alors qu'il y a un autre modèle de démocratie participative qui fonctionne plutôt bien, qui se fait de manière ascendante. C'est-à-dire que c'est les habitants, par exemple, qui vont se mobiliser, et qui vont ensuite trouver des ressources, comme dans des mobilisations collectives, par exemple, que là, voilà, on demande de faire l'inverse. Et forcément, quand on appose un nom comme conseil citoyen à un dispositif de démocratie participative, ça ne met pas en confiance. Et dans une situation où il y a beaucoup de défiance, il y a beaucoup d'abstention, il y a beaucoup de votes aux extrêmes aussi, bon, forcément, ça n'arrange pas les choses. Alors moi, je suis assez pessimiste sur la question, peut-être que mes collègues le sont moins, mais je pense que ce modèle-là a fait son temps et l'échec en demi-teinte, j'ose pas parler d'échec à proprement parler, parce qu'il y a de belles choses qui ont été faites avec ces conseils citoyens un peu partout sur le territoire français. Mais cet échec en demi-teinte, en tout cas, montre que bah oui, il faudrait peut-être passer à autre chose en fait, et peut-être écouter justement les rapporteurs de l'époque. Et j'espère justement que cette nouvelle mission de Mohamed Machmach va peut-être rabattre un peu les cartes. Et voilà, alors il y a du chemin qui a été fait. Le tirage au sort, le fait de mettre à l'écart les élus, comment dire, les prétentions à ce que le collectif s'auto-gouverne et des financements, etc. Enfin, tout ça, c'est très bien, c'est une pierre en fait à l'édifice, mais on va pas assez loin. Et je pense que c'est ça, en fait, il y a une espèce pardonnez-moi pour le terme, mais un espèce de statut un peu bâtard, c'est-à-dire on n'ose pas en fait, on n'ose pas y aller. Et justement, Pierre-Édouard le disait tout à l'heure, en fait, quand on voit la réaction à l'époque des élus qui étaient à la fois élus comment dire, à l'Assemblée et aussi qui cumulaient en fait avec les mandats locaux, on voyait que tout ça leur faisait peur et ils n'osaient pas en fait. Ils n'osaient pas y aller. Donc, bon, je ne me permettrai pas des commentaires sur la période actuelle. Je ne sais pas si la période est très propice parce qu'il y a un essor comme ça de la démocratie participative telle qu'on l'entend, par exemple en Amérique latine, etc. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est vers là qu'il faut aller pour que ça fonctionne, quoi. Anaïs et Nicolas, vous avez levé la main. Je vous laisse prendre la parole. C'était pour nuancer les propos de Yannick, mais il les a nuancés lui-même sur l'échec, avec plein de guillemets, des conseils citoyens. Au moins, ça a posé le cadre que la question de la participation des habitants ne soit plus quelque chose qui soit questionné. On voit là, dans la future contractualisation, les ministres successifs, Nadia Hay et Olivier Klein, n'ont jamais remis cette question. Et pourtant, c'était depuis... Là, je vais faire mon vieux, mais depuis que je suis dans la politique de la ville, la question de la participation des habitants a été toujours questionnée. Là, c'est même plus un sujet. Le sujet, c'est la modalité. Donc voilà, c'était une petite remarque que je voulais faire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Nicolas. Anaïs? Oui, du coup, c'était juste pour rebondir sur ce qui avait été dit par Yannick tout à l'heure, mais j'ai oublié de le faire juste avant. C'était tout ce qui était formation des conseils citoyens, etc. Alors nous, ça a très mal pris sur le territoire. Et aussi, une chose que j'ai pu remarquer en allant au tout début, quand j'ai fait ma prise de poste en conseil citoyen ou lors des comités de programmation pour voir ce que l'avis des citoyens sur, par exemple, l'appel à projet ou ce genre de choses, j'ai trouvé que les échanges étaient très pauvres, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment d'avis qui étaient posés. En fait, on n'entend pas vraiment la parole des habitants. Après, je ne sais pas si c'est parce que, comme disait Yannick, ça demande vraiment de l'ingénierie de faire parler des personnes parce qu'on n'a pas le même langage. Là, ça me fait penser entre le profane et le sachant, hein, comme un médecin par rapport à son patient.
Et vraiment, j'ai trouvé que voilà, il y avait beaucoup de difficultés et qu'au final, bon, il y a des conseils citoyens dans les quartiers, mais au final, on n'en ressort pas grand-chose. Donc voilà, c'était juste une autre réflexion que j'apporte. Et voilà. Merci Anaïs. Charlotte? Oui, bonjour. Donc, moi, je représente la DETS donc, du Bas-Rhin. Et en fait, donc, je partage tout à fait les constats. Et nous aussi, les conseils citoyens, ça s'est bien essoufflé, notamment post-Covid aussi. Enfin, ça a toujours été difficile de les animer, enfin, voilà, de les porter, quoi. Et en fait, nous, on a fait le choix sur faire une expérimentation, on va dire, sur 3 conseils citoyens et de mettre en fait un adulte relais, qui est aussi un dispositif politique de la ville, pour ben, pouvoir un peu mener une animation et on va dire soutenir les conseils citoyens dans l'implication des gens, etc. Voilà, et aussi éviter que alors je vais peut-être pas me faire trop d'amis, mais que les villes mettent trop leur nez aussi dans les conseils citoyens et un peu la main mise dessus sur 3 territoires en tout cas. Voilà. Alors, on va pouvoir peut-être continuer avec, Gauthier pour la suite et les focus group, mais pareil, j'aime bien faire part d'anecdotes sur le lien institution-habitant. J'avais été invité par une petite commune en politique de la ville à faire justement ce système d'auto-évaluation avec leur groupe de conseils citoyens. Et ils m'avaient prévenu, les conseils citoyens, nous, ils sont plus que 2, ils sont pas énormément. Donc ils avaient un peu peur qu'il y ait personne à la réunion et quand je suis arrivé à la réunion, il y avait une quinzaine de personnes. On a discuté, en fait, on a vu qu'il y avait eu du turnover dans les équipes, que ce soit les délégués du préfet ou les chefs de projet politique de la ville aux alentours de 2020-2021 et que du coup, en 2022, il n'y avait plus aucun lien qui existait entre l'institution et les habitants. Mais les habitants, eux, effectivement, il y avait plus que 2 conseils citoyens, de l'arrêté préfectoral de 2016-2017, mais il y avait une dynamique de groupe d'une quinzaine de personnes qui s'était mise en place, pendant toute la période de confinement et ils nous ont raconté tout ce qu'ils avaient fait en 2 ans, sur de la solidarité locale, des liens de voisinage. Alors ils étaient beaucoup dans l'action et peu dans les comités de pilotage, et de gouvernance, mais ce groupe existait et en fait les techniciens étaient surpris parce qu'ils étaient persuadés que leur conseil citoyen était mort et qu'il n'y avait plus de volonté de refaire une institution. Donc parfois aussi les turnovers, que ce soit dans les services de l'État ou dans les collectivités locales, ont conduit à une mise à distance entre les habitants et les institutions. Et ça, faut aussi, l'avoir et c'est un petit peu un des enseignements qu'on va reprendre tout à l'heure, mais sur les focus group et je vais laisser la parole à Gauthier justement pour présenter un petit peu, au-delà de l'auto-évaluation et puis du constat sur, les conseils citoyens, c'était aussi un outil pour, essayer d'aller chercher et gratter, hem, des questionnements qui nous permettent de dépasser justement les problématiques qu'on avait rencontrées sur la première phase de ces contrats de ville. Merci Pierre et toi. Donc, sur cette démarche de questionnement par rapport au conseil citoyen, nous avons rédigé une grille d'entretien collectivement pour essayer de mesurer un peu quel pouvait être l'impact des conseils citoyens sur le contrat de ville. Les conseils citoyens sont un nouvel acteur depuis 2014-2015. Ils ont dû se créer une place dans l'écosystème local de la politique de la ville. Et nous considérions que finalement, jusque-là, leur impact sur ce que le conseil citoyen a pu apporter dans le fonctionnement des contrats de ville pourrait être plus étudié. Et donc, nous sommes partis du travail qu'a réalisé l'IREF sur l'intention de la loi pour rédiger collectivement 19 questions. En fait, partir de ce travail déjà réalisé sur l'intention de la loi était important pour nous. Ça nous permettait de gagner du temps parce qu'il y avait dès le début de cette démarche aussi cette intention de réaliser un outil qui puisse être approprié par d'autres territoires et donc qui était pour nous nécessaire de réaliser aussi quelque chose qui puisse être utilisé aussi par des collectivités qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens humains, beaucoup de temps à consacrer aux évaluations des contrats de ville.
il a ces différents aspects. Donc voilà, il y a quand même cette importance de faire quelque chose qui puisse être réalisé, avec relativement peu de moyens. Partir de l'intention de la loi, ça nous permet aussi de nous rappeler ce que disait Pierre-Édouard, les objectifs globaux initiaux que la loi avait pour les conseils citoyens, parce que voilà, ces objectifs initiaux ont parfois été un peu oubliés par les années de pratique et aussi par l'adaptation nécessaire aux réalités locales. Et puis, ça nous permettait aussi de cadrer vraiment le champ de recherche. Et donc, ce cadrage nous a amené à étudier l'impact des conseils citoyens sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est leur impact sur le fonctionnement des instances du contrat de ville. Est-ce que le conseil citoyen a un poids dans les décisions prises dans le contrat de ville? Si oui, est-ce que c'est via le COPI? Est-ce qu'il est intégré au COTEC? Est-ce qu'il participe au groupe de travail? Donc, c'était plus cet aspect participation aux institutions que l'on a souhaité interroger sur ce premier point. Le deuxième point, c'est la place qu'a pris le conseil citoyen au sein du réseau d'acteurs de la politique de la ville. Donc voilà, c'est un nouvel acteur et on pouvait se poser la question, est-ce que ce conseil citoyen est dans les boucles d'information des partenaires collectivités, partenaires État, bailleurs sociaux? Donc, est-ce qu'ils sont dans les boucles d'information? Si oui, à quel niveau? Est-ce que leur parole est prise en compte par le niveau technique? Est-ce qu'il est pris en compte par le niveau ou par le niveau politique? Voilà, là, on a voulu questionner un peu la nature de ces relations avec les avec les institutions, les collectivités du contrat de ville, en dehors des seules instances du contrat de ville. Et puis, le troisième aspect que nous souhaitions analyser, c'est l'impact des concessions sur leur quartier, tout simplement. Voilà, on l'a évoqué dans cette présentation. Finalement, c'est vrai que le concessionnaire a parfois une action plus institutionnelle, parfois plus sur le terrain. On va vraiment avoir des concessionnaires qui vont se positionner différemment selon le contexte, selon les volontés aussi des membres, selon le nombre de membres, qui va aussi définir le temps qui pourront dédier collectivement à leurs différentes missions. Et donc, sur ce troisième point, nous avons voulu voir si le concessionnaire, par exemple, est connu des associations, des bailleurs sociaux ou des habitants, quelle est son action sur le terrain. Est-ce que le concessionnaire est plutôt relais d'information de l'institutionnel vers les habitants, ou est-ce qu'au contraire, il va prendre les informations de ce qui se passe sur le quartier, il va prendre un peu le pouls de ce qui se passe sur le terrain pour remonter ça aux institutionnels? Est-ce qu'il fait les deux? Il y a énormément de rôles que les concessionnaires peuvent prendre. Est-ce que le concessionnaire est aussi facilitateur de montage de projets? Est-ce que lui-même porte des projets? Voilà, c'est vraiment cette dimension que nous avons voulu voir sur ce troisième point qui est l'impact des concessionnaires sur le quartier et leur environnement. Donc, on est vraiment sur une évaluation qualitative. Alors, à moins d'avoir une excellente vision, vous allez avoir du mal à voir les différentes questions, mais pareil, la grille est sur le site de l'IREF, dans le lien qu'a mis Pierre-Édouard dans le chat. Donc, on est sur une évaluation qualitative. On va vraiment recueillir les points de vue des acteurs sur ce qui a marché, ce qu'il faut améliorer selon quelles préconisations. Et nous avons fait le choix ici de faire un recueil d'avis par catégorie d'acteurs. Plutôt que d'avoir une addition d'opinions individuelles. Ici, l'idée était vraiment de construire un point de vue d'acteur, par catégorie d'acteurs, et puis de croiser après collectivement ces points de vue via une restitution finale. Ce choix, ça a permis aussi, ça a notamment été guidé par le fait de mettre en place un cadre qui puisse vraiment permettre une liberté de ton plus grande des participants. Alors voilà, en faisant en sorte aussi que ces avis individuels soient anonymisés, vraiment dans cet esprit de rendre compte d'avis de catégorie d'acteurs, mais pas d'un chargé de mission, pas d'un conseiller citoyen, enfin pas de personne.
Et donc, voilà, pour mener ce travail, nous avons fonctionné via des focus group. Alors, les focus group, en fait, ce sont des ateliers, mais qui donnent une très grande place aux interactions entre les membres du groupe. Vraiment, les participants ne s'adressent pas tant que ça à l'animateur, qui est surtout là pour recadrer les échanges si besoin sur le thème donné. Mais les échanges sont libres et il y a vraiment des points de vue qui se construisent au fur et à mesure, avec vraiment voilà, cette volonté de co-construire une réponse et de faire valider sur le moment par l'ensemble du groupe sur ce que le collectif sur le point de vue du collectif sur telle ou telle question. Donc voilà, on est vraiment sur des échanges sur des points précis quand même, tout s'écrit entretien. Mais le focus group permettait aussi voilà, d'avoir ce côté un peu protecteur, de ne pas nommer les opinions, de ne pas mettre un lien entre les opinions et puis le nom de telle ou telle personne. Et puis, voilà, ça nous permettait aussi, quelque part, toujours de gagner du temps dans la restitution, puisque voilà, ça permettait aussi de valider vraiment ça nous permettait de valider collectivement ce qui ressort de chaque atelier. Donc, l'intérêt de cette démarche à nos yeux, ça a été d'avancer sur cette thématique de l'évaluation de l'instance de conseil citoyen. Mais cette démarche aussi de travailler par catégorie d'acteurs, c'est aussi de faire partager une information. Ça a été dit, il y a beaucoup de turnover, aussi bien côté concession que côté professionnel. Et donc, c'est statué par catégorie d'acteurs permettait aussi, outre d'avoir des échanges potentiellement plus libérés, c'était aussi de partager cette information entre ceux qui sont là depuis plus longtemps et ceux qui viennent de prendre leur poste ou de s'intégrer dans le conseil citoyen. Donc voilà, là on est vraiment sur, c'est une méthode parmi d'autres. On trouvait que ça collait plutôt bien sur l'évaluation du conseil citoyen parce que ça a été dit, Yannick Atti, Pierre-Étoile l'a dit, c'est une question quand même éminemment politique. On avait bien vu qu'il y a des réticences sur certains territoires de la part, par exemple, des élus qui voyaient les conseils citoyens comme de potentiels concurrents à leur mandat. Des techniciens qui, voyant que ont vu ces instances comme quelque chose d'imposé par le haut sans forcément voir l'intérêt. Donc, il y a pu y avoir des blocages ça et là, et donc des blocages et donc des frictions potentiellement. Et donc, c'était quelque chose. C'est donc le fait de vraiment interroger des groupes d'acteurs nous donnait aussi un cadre assez protecteur qui collait plutôt bien à la thématique. Mais voilà, le focus group peut être aussi intéressant pour étudier d'autres aspects du contrat de ville. Parce que c'est aussi intéressant pour créer après une cohésion de groupe, notamment dans ce contexte de turnover. Ça permet aussi de vraiment resserrer des liens entre différents acteurs, ce qui peut être tout à fait toujours porteur pour la suite. Mais voilà, après, selon la thématique, il peut y avoir aussi un intérêt de plutôt mixer les acteurs. C'est vraiment selon les enjeux et les thématiques explorées dans les évaluations et puis bientôt dans la rédaction des futurs contrats de vie. Et donc, sur l'application de ces focus group, ça s'est fait sur 2 territoires, sur les Hauts-de-France et en Normandie. Sur les Hauts-de-France, donc, c'est notamment l'IREF, le RNMA qui ont animé ces différents focus group avec des chefs de projet pilotés contrats de ville et des conseillers citoyens sur plusieurs territoires. Là où en Normandie, l'application de la grille d'entretien a porté sur une agglomération, mais avec cette volonté d'interroger un ensemble d'acteurs. Et donc, avait été réalisé des focus group avec des conseils citoyens et avec les chefs de projet collectivités, avec les conseils citoyens qui ont aussi démissionné. Donc, c'est une démarche qui a eu lieu de souvenir en 2021-2022. Et
Sur l'application, alors pour être tout à fait transparent quand même, il y avait ces ambitions aussi, en tout cas sur Quand la mer, d'interroger les partenaires du contrat de ville, les élus locaux, les services de l'État, et nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est une démarche plutôt inaboutie sur ce territoire. On va pas non plus, voilà, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve. Donc voilà, enfin, l'État local n'a pas souhaité s'impliquer à un moment donné dans cette démarche pour diverses raisons, ce qui a compliqué après la mobilisation des élus locaux et des partenaires. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché sur un point qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à en tirer. Parce que D'ailleurs, Gauthier, Ouais. je te coupe, excuse-moi, mais c'était marrant parce qu'on avait sur un territoire un blocage des services de l'État et sur un autre territoire un des services de l'État qui était très volontaire. Sur le nord, on a pu faire des formations à l'outil pour les délégués du préfet qui ensuite ont décliné les focus group auprès des conseils citoyens sur leur territoire. Donc finalement, il y avait plusieurs approches et c'était ça aussi qui était intéressant dans l'interrégional, c'est que souvent, on a des configurations politiques ou administratives différentes qui permettent aussi de comparer ce qui peut être. Et des fois, on s'aperçoit que des blocages, ils sont pas là, les blocages de l'État local, c'était pas les blocages du national ou le national qui ne souhaitait pas. Donc voilà, les configurations locales entre régions, entre départements sont très fluctuantes. Mm. Oui, il y a vraiment des positions d'acteurs très différentes d'un territoire à un autre. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer sur tout territoire. Et donc, ça a vraiment montré aussi l'intérêt de vraiment associer pleinement tous les acteurs dès le début de la démarche. Alors là, il y a 9 recommandations qui ont été rédigées suite à ces applications. Je vais les synthétiser, mais vous pouvez de toute façon les retrouver sur le site de l'IREF qui compile tous ces documents. La première chose, première préconisation pour mettre en place ce type de démarche, c'est vraiment d'avoir une communication la plus opérante possible au début de la démarche, dans le fait de mobiliser absolument toutes les parties prenantes que l'on souhaite, de les motiver en présentant l'état d'esprit de la démarche et de préciser vraiment les objectifs et ce qui doit en sortir en termes de l'IFRAP et de restitution. Quelle date d'ailleurs nous sommes empêchés côté en cas sur le territoire de Camp-la-Mer. Donc c'est la communication au début de démarche pour vraiment assurer de l'implication de tous les partenaires dedans dès le début. Mais c'est aussi une communication à la fin de la démarche. Donc là, nous sommes travaillés par catégorie d'acteurs et l'ambition était de faire l'ambition a été réalisée, cela dit, même si ça a été avec moins d'acteurs que prévu. L'idée, c'est vraiment de faire débattre des différentes conclusions des catégories d'acteurs, les porter à la connaissance et faire réagir en plénière vraiment toutes les parties prenantes du contrat de ville. Pour pas non plus, vraiment pour faire communiquer l'information, c'est vraiment l'intérêt de chaque évaluation, et puis aussi d'enrichir avec une nouvelle couche d'informations à ce travail de rechercher les points de vue sur ce qui a marché, ce qui est amélioré pour, en l'occurrence, le fonctionnement du conseil citoyen. Donc le premier point, c'est vraiment avoir une communication transparente, très claire, en faire toutes les parties prenantes. Le deuxième point, c'est l'adaptation, le fait d'ajuster la grille aux réalités locales. Il y a des questions qui vont être plus ou moins pertinentes selon le contexte, selon le rôle que s'est donné le conseil citoyen localement, que s'est donné le conseil citoyen ou que les acteurs ont bien voulu aussi laisser au conseil citoyen. Et puis, la nécessité, puis l'impératif de rester à l'écoute des intérêts des différentes parties prenantes. Et puis le troisième point sur l'animation, c'est vraiment éviter d'être seul sur l'animation de chaque focus group. Le focus group, dans cette idée de co-construire vraiment une réponse collective, c'est aussi le cadre idéal pour dessiner des référents de groupe, pour restituer ou synthétiser la parole du focus group et s'assurer en pleine séance que tous les participants sont d'accord avec les conclusions de la séance. Ça permet là aussi de gagner du temps, mine de rien, pour le ou la technicienne qui souvent n'a pas non plus énormément de collègues à mobiliser pour mener tout ce travail. Les restitutions et les conclusions, les synthèses
faites en séance, ce sont des synthèses qui ne sont plus à faire après. Et ça, c'est un gain de temps qui nous semble utile, surtout lorsqu'il y a surtout lorsqu'il y a un travail d'évaluation, de diagnostic. On parle beaucoup d'évaluation, mais tout ça, ça peut servir aussi pour un diagnostic pour les futurs contrats de ville. Et c'est utile si c'est fait dans un temps plutôt contraint. Voici pour... oui, voilà, excusez-moi, je regarde en même temps le PowerPoint, mais ça peut être... C'était un peu l'idée, voilà, et puis mettre en commun vraiment des cités fortes. Voilà, et vraiment l'évaluation et les diagnostics n'ont vraiment de poids que si les conclusions sont partagées si possible. Ce ne sera pas toujours possible, mais en tout cas, sont vraiment connues de tous. Et voilà, je remets vraiment l'accent sur la nécessité de communication, et vraiment tout au long de la démarche jusqu'au bout, pour vraiment pouvoir en faire aussi du matériel utile et légitime, surtout pour la suite, la vie future des contrats de ville. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les focus group. Peut-être que mes collègues veulent compléter, puis sinon, si vous avez des questions, nous sommes tout oui. Peut-être rajouter pendant que les participants préparent leurs questions, que donc ce diaporama, pour nous, il date de l'an dernier, et que sur ensuite la période d'évaluation, on a pu tester ces focus groups sous différentes formes. Donc sur les Hauts-de-France, on avait fourni le kit à l'ensemble des pilotes des contrats de ville et délégués du préfet, et la préfecture du Nord avait repris le kit pour l'animer localement. Donc on a testé sur Roubaix, notamment sur l'ensemble des 5 quartiers de Roubaix, et puis sur quelques autres villes, ce qui nous a permis d'avoir un retour. Et la contribution régionale sur l'évaluation qu'on devait remettre en juin dernier, de mémoire, le volet participation des habitants avait été conçu avec cet outil-là. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ça nous a servi pour l'évaluation, mais l'outil est aussi intéressant, je trouve, pour relancer une dynamique autour d'un groupe d'habitants et se poser les questions autour de la participation des habitants. Donc là, c'est sûr qu'on parle peut-être un peu moins de conseils citoyens avec l'arrivée de la commission Meshmash, mais je pense que l'outil peut toujours être mobilisé pour... c'est un point d'étape pour moi dans la mobilisation des habitants entre les conseils citoyens et ce qui nous attend pour la suite du contrat de ville. Et puis je voudrais rajouter aussi, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, les collègues, mais moi en fait j'ai senti sur le terrain des conseillers citoyens qui étaient fatigués en fait. Après, justement, tu en parlais à un moment donné, j'étais absent, mais tu en parlais après le Covid. C'est vrai que bon, se sont sentis un peu abandonnés, et notamment au plus haut niveau. Je veux dire, les impulsions politiques n'ont pas été données non plus pour redynamiser ces conseils citoyens. On a temporisé, on a prorogé les contrats de ville, et en fait, les conseillers citoyens que j'ai rencontrés ont quasiment tous dit que voilà, ils sentaient que leur engagement n'avait vraiment plus de sens, et que plus rien ne pouvait plus rien ne pouvait être mis en œuvre finalement, parce qu'il n'y avait plus les impulsions et on ne savait pas si ce dispositif allait exister demain. D'où l'importance en fait de cette démarche-là d'évaluation, qui était en fait de lancer nous-mêmes en tant que professionnels un peu de la politique de la ville, cette évaluation-là, parce qu'elle n'arrivait pas par le haut en fait. Et je pense que c'était et que c'est peut-être encore nécessaire pour dire bah on est là, on s'intéresse à ce que vous faites, et lâchez pas en fait, tout simplement. Parce que si aujourd'hui ces conseillers citoyens lâchent, ça sera encore plus dur peut-être pour les mobiliser demain sur d'autres formes de participation. Et justement, on parlait tout à l'heure avec Nicolas de l'échec de la démocratie participative. Il sera peut-être encore plus entériné dans les esprits et dans les faits. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de se saisir de ce genre d'outils et d'essayer de faire le travail, même si ça aurait certainement dû être fait à une autre échelle et avec d'autres moyens. Et d'ailleurs, sur les freins, après le Covid, on a eu pas mal de cas où on avait justement des groupes de conseils citoyens qui avaient évolué, une demande qui soit reconnue par les arrêtés préfectoraux et des refus des préfectures de faire des nouveaux arrêtés. Donc on restait toujours sur les arrêtés de 2015-2016 avec du mouvement dans les quartiers, etc. Et finalement, les habitants, ils ne pouvaient pas valoriser leurs droits à congé. Ils n'étaient pas invités dans les copies politiques de la ville, alors que les conseils citoyens, eux, étaient mobilisés. Et donc,
en 2021, alors je crois que c'est 2021, on a vraiment senti un gros coup de frein de la part des institutions sur les conseils citoyens, alors que le national nous disait plutôt de continuer, et un flou sur l'avenir des contrats de ville qui ne poussait pas à continuer à entretenir cette instance de participation. Donc, et je dirais qu'on est toujours un peu dans cette période d'incertitude. Là, on a la commission Meshmash, ça va peut-être remettre un peu de nouveauté, mais on a 3 ans là de flottement complet sur les instances de participation, et c'est vrai que ça va pénaliser qui? Ça va pénaliser surtout les mobilisations citoyennes, quoi. Donc ça, à mon avis, il faut être assez attentif à ça. Et où les gens sont blasés, où ils sont révoltés. On a vu, alors désolé, là, j'ai plus les noms en tête, mais certains conseillers citoyens qui postaient directement sur, le réseau de la grande équipe, leur lettre de démission et leur mécontentement, en fait, vis-à-vis du pilotage de ce dispositif, de l'évaluation et cetera. Donc ça, c'est une chose et puis, autre chose, mais je dirais pas les noms, il y a certains conseils citoyens qui se mobilisent, pour essayer de faire leur propre évaluation et leur propre rapport et démonter, en fait, le dispositif et toutes les personnes qui ont été associées à ça et c'est pas forcément une démarche, très constructive quoi, mais je pense qu'on les y a je sais pas comment dire ça, on les y a poussés en quelque sorte aussi, par l'inaction et par une déception, sans cesse renouvelée en fait, de ces dispositifs de démocratie participative. Merci à vous 3. Est-ce que vous avez des questions derrière vos écrans? Bon, moi, ce que je vois aussi comme grand intérêt à ce que vous... Ah pardon, Nicolas, vas-y. Non, c'était pas une question, mais une remarque quand même, se rappeler que le rapport Meshmash-Baquet ne voulait pas des conseils citoyens. Pour proposer ce cadre aussi. C'était des tables de concertation sur le modèle des tables de quartier, montréalaises et en fait, pour la faire courte, en gros, François Lamy a eu un peu peur. Il pensait pas que ça fonctionnerait. Il disait que c'était un peu du gadget et que lui, il préférait un truc qui fonctionne bien et en gros, ce qui s'est passé, il me l'a dit en entretien directement. Il m'a dit, «En fait, moi, les conseils de quartier, ça me plaît bien, les élus, ils connaissent bien et donc on va faire un truc sur cette base-là» et c'est pour ça que donc on a été assez loin en fait sur certaines choses, tirage au sort, mise à l'écart des élus, et cetera. Mais en même temps, on garde une forme connue. C'est pour ça que je tique toujours un peu quand on dit, bah voilà, ce rapport a inspiré les conseils citoyens. Quand on écoute Marie-Hélène Baquet et Mohamed Mechmash, en fait, ils rejettent complètement ça. Ils n'ont pas été entendus, en tout cas, même si ils admettent que François Lamy a eu un certain courage politique. Mais cela dit, voilà, là c'est l'ami qui me le dit directement. Il peut pas non plus faire, il peut pas non plus faire n'importe quoi. Il fallait que la loi soit votée. Il fallait faire en fonction du paysage institutionnel et politique. Et donc voilà, là on est dans une autre configuration où il y a plus de cumul des mandats, en tout cas à proprement parler. Et donc est-ce que la configuration est meilleure aujourd'hui? Bon, ça reste une question ouverte. Après, Et ce que d'ailleurs, tu dis... Pardon. pardon, je rebondis juste une précision avec ce que dit Yannick. Quand on reprend l'intention de la loi, en fait, et qu'on arrive au tirage au sort, en fait, si on tire le fil, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dans le rapport Baquet-Meshmash, ce qu'il fallait surtout, c'était aller chercher les invisibles. Qu'en fait, c'était le problème, c'est qu'on avait donné trop de place aux représentants des quartiers et qu'il fallait aller chercher les invisibles. Dans la loi, ça se traduit par le tirage au sort, qui est en fait les conseils citoyens. Si on enlève le tirage au sort, c'est quasiment des conseils de quartier, effectivement. Le tirage au sort, en fait, son intention, c'est pas tant de faire le tirage au sort, c'est de se dire on est obligé d'aller chercher ceux qu'on voit jamais. Et quand ça se met en place sur le terrain, on s'aperçoit que le tirage au sort, il est fait sur des listes de volontaires, et finalement, il va rechercher le public habituel de la démocratie participative. Donc, c'est là où c'est important de tirer le fil, de savoir d'où on part et où on arrive au tirage au sort. Et finalement, quand les techniciens et les délégués du préfet, service de l'État, ont mis en place les tirages au sort, parfois on a un peu trop oublié l'intention du rapport Baquet-Meshmash, qui était d'aller chercher les habitants qui étaient trop peu présents en démocratie participative. Juste pour rebondir, je reprends les mots du ministre Klein quand il parle de la future concertation. Il dit donner la parole à tous les habitants et pas seulement aux happy few habituels. Donc il y a encore cette idée-là, mais
à voir comment Alors, ça se traduit. ça reprend beaucoup en fait, le Mohamed Mechmach a un discours de dire, voilà, en fait, on a favorisé les grosses associations, les grosses structures, les têtes de réseau, je crois, on appelle ça comme ça. Et en fait, lui, comme il faisait partie d'une petite, enfin, comme il a une petite association, voilà, il se sentait un peu lésé par ça. Et forcément, comme il est proche du ministre Klein, bon, bah, il reprend aussi ces éléments de langage, quoi. Donc, à voir aussi dans quelle mesure Mechmach influence ce processus-là et dans quelle mesure il veut peut-être tuer ces conseils citoyens pour avoir d'autres formes de participation, avantager son camp, parce que, bon, je le connais très bien aussi, Mohamed, voilà, il a aussi ses propres intérêts, donc il faut voir comment tout ça se goupille aussi dans le processus de réforme, voilà, j'ai envie de dire. Après, ce que tu viens de dire aussi, Yannick, par rapport à la posture à l'époque sur les conseils citoyens, enfin, pour moi, c'est aussi assez criant d'une inculture de la participation de la part des institutions, enfin, de manière générale, en fait. Beaucoup d'associations de terrain, ou voire même des habitants sont dans des postures assez ouvertes, etc. Et on voit bien que les institutions, dès qu'on les chatouille un peu sur la question de la participation, tout le monde freine des cas de fer. Pour moi, il est aussi là le problème, c'est-à-dire que les habitants ont envie, les institutions ont envie, les acteurs de la politique de la ville, de manière générale, sont de plus en plus ouverts et ouvertes à ces questions, à cette manière de faire là. On voit bien comment d'ailleurs Conseil citoyen a entraîné parfois des modifications de fonctionnement et de discours, d'éléments de langage parmi les professionnels. Néanmoins, à un moment donné, il y a quand même un endroit où ça bloque, et c'est aussi au niveau, entre guillemets, supérieur. Enfin, les élus qui veulent pas bouger sur leur posture, et parfois aussi des préfectures, des services de l'État. Enfin, on peut mettre tout le monde dans beaucoup de personnes aussi sont effrayées parce qu'on ne sait pas faire et qu'on ne prend pas le temps aussi de. C'est là aussi où je voulais revenir sur la grille, par exemple, d'auto-évaluation, que je trouve être vraiment un outil intéressant pour la bosser collectivement, justement, pour se dire ensemble, ben là, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, et aussi pouvoir être capable de se dire, ben, faire participer des habitants, recueillir leur point de vue, travailler avec eux, ça ne veut pas dire qu'on va renforcer des contre-pouvoirs qui vont nous mettre des bâtons dans les roues ad vitam aeternam, en fait. Ça veut juste dire aussi écouter une autre parole et éventuellement envisager d'autres manières de faire que ce qu'on fait jusque-là. Ça, c'est difficile à faire entendre encore maintenant, je trouve. Oui, Nicolas, vas-y. Je fais souvent le parallèle entre les conseils citoyens et les questions de discrimination. Les conseils citoyens ont été faits là aussi pour questionner nos propres pratiques. Et c'est toujours super compliqué. On est tous des professionnels à peu près, je pense, là, sur le truc. Et c'est comme les questions de discrimination. Les discriminations, c'est interroger ses propres pratiques. Et donc ça, ça fait toujours peur. C'est toujours un peu compliqué. Et je trouve qu'il y a beaucoup de résonance entre la place des habitants, la participation des habitants et les questions de discrimination. Et on voit que c'est des sujets qui, dans la politique de la ville, ont du mal à trouver leur place. Alors, ce qui est drôle aussi, alors moi je suis jeune, j'ai 28 ans, donc j'ai pas connu cette période-là, mais au début en fait de la politique de la ville et même avant, ce qui est marrant, c'est que quand on observe la période de 2014, réforme 2014, en fait, il y a une espèce d'esprit qui revient de ces années-là où l'auto-organisation, écouter la parole des habitants, etc., la souplesse des dispositifs. Vous voyez, c'est drôle en fait, comme l'approche communautarienne revient en fait. Et je pense que ouais, on n'est pas allé assez loin en fait là-dessus. Et les professionnels de l'époque, je pense à des dinosaures hein, comme José Ders par exemple, dans la région de Marseille, etc., avaient déjà tout compris en fait à cette époque-là et remettaient déjà en cause différentes pratiques. Et il y a quelque chose qui s'est perdu, j'ai l'impression, entre-temps. Donc moi, je juge pas hein, parce que de toute façon, je suis pas professionnel de la politique de la ville comme vous. Mais simplement, moi, je vois beaucoup de bonne volonté de la part des techniciens, des gens qui veulent faire, mais pas de moyens pour le faire, on ne sait pas trop, et puis ils sont aussi blasés. Euh, j'ai l'impression que ouais, les conditions ne sont pas vraiment réunies et qu'il y a des blocages, en fait. Rien que le fait de refiler le bébé conseil citoyen à l'État, qui a une culture un peu du commandement, etc., pas une culture très démocratique, en fait, même si les choses tendent à bouger. Ça dépend encore vachement des personnalités.
des PDEC, des délégués du préfet, voilà, d'une dynamique de groupe. Et en fait, c'est ça, je crois, la démocratie participative en France, c'est vraiment chacun fait comme il veut, chacun fait comme il entend. Et les choses sont un peu en train de bouger, effectivement, avec ce dispositif obligatoire, etc., avec, euh, avec une obligation de mettre en place le dispositif, mais en même temps, on voit que ça marche pas bien. Moi, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même il y a quand même du mouvement, quoi, même dans les, comment dire, dans les services, comment dit-on, désolé, j'ai plus le terme, mais vous savez, les directions ministérielles, etc. Je vois que ça change quand même. Il y a des gens qui arrivent, notamment des jeunes qui arrivent et qui font autrement aussi et qui sont inspirés par cette culture des professionnels de la politique de la ville comme vous, en fait, qui font tout pour associer les habitants, qui les connaissent au premier chef aussi. Voilà, je pense que ça, en tout cas, c'est une note d'espoir quand même, malgré tout. Après, reste à voir comment on impose cette vision-là, en fait, comment on fait comprendre aux élus notamment que c'est nécessaire et que justement, c'est en enchaînant les dénis de démocratie et les dénis de reconnaissance qu'on va favoriser en fait la constitution de contre-pouvoir et pas l'inverse. Anaïs? Je rejoins encore une fois complètement ce qui a été dit et je suis d'accord avec ce que Yannick est en train d'exposer. Moi, je n'ai que 23 ans, alors je suis encore plus jeune, hein, n'est-ce pas? Et effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a quand même des freins au niveau technique. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont là depuis très, très longtemps dans la politique de la ville. Donc, évidemment, elles ont une expertise technique et de terrain à apporter. Mais effectivement, au niveau des pratiques professionnelles, on reste quand même sur des pratiques qui sont très, très, très ancrées. De type, oui, on fonctionne comme ça depuis 10 ans, mais pourquoi ça devrait changer? Aussi au niveau juste de la participation citoyenne, là, j'ai l'impression que c'est en train de changer, mais j'ai quand même quelques interrogations sur ce que ça sera dans les prochaines années, notamment là, le format CNR. Donc, CNR, moi, ça me fait penser à la base à Conseil national de la résistance, hein, mais bon, ce n'est que moi. Et je trouve encore une fois que même si voilà, ça part d'une bonne intention, mettre ça au service de l'État, je ne suis pas sûre à 100% que ça va fonctionner, hein. On a vu que les CNR des logements, ça a été un échec. Donc, les CNR des quartiers, est-ce que ça sera une réussite? Je ne sais pas. Voilà, juste quelques interrogations et réflexions que je me suis faites au cours de la deuxième partie, là. Merci Anaïs. Est-ce qu'il y a d'autres réactions derrière vos écrans? Est-ce que ce qui a été présenté aussi peut vous inspirer là pour mener les concertations qui sont attendues dans le futur proche, très proche? Oui, Anaïs? Oui, du coup, oui, non, moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir. On a plein d'idées au niveau avec les collectivités, mais on se pose toujours la question, hein, je reviens sur le CNR, sur par qui ça va être piloté. Est-ce que ça sera les villes? Est-ce que ça sera la métropole? Est-ce que ça sera l'État? Et je pense qu'en fonction du pilotage et des personnes qui seront en charge de mener ces consultations, ça va quand même donner quelque chose de différent. Les services de l'État ne pensent pas comme les collectivités, la métropole ne pense pas toujours comme les villes. Et voilà, je me pose juste des questions sur le format et tant qu'on n'aura pas les orientations, pour l'instant, on ne pourra pas vraiment, je pense, hein, dire ce que ça va donner. Voilà. Merci. D'autres réactions? Bon, en tout cas, dans ce qui a été présenté, là, je pense que vraiment, il faut faire l'effort de se dire qu'est-ce qu'il y a à retenir en termes d'écueils à éviter pour le futur des instances de participation, quelles qu'elles seront. Et je pense aussi, s'il y a peut-être un message à faire passer, c'est qu'il faut quand même s'autoriser à envisager des formes peut-être innovantes ou pas forcément, j'allais dire rigoureuses, mais c'est pas le terme en fait. Mais peut-être des formes aussi mouvantes de participation.
C'est-à-dire que pourquoi un habitant devrait rester engagé pendant 12 mois dans un dispositif alors que lui, ses intérêts, à un moment donné, il sera capable de donner beaucoup, beaucoup d'engagement, de mobilisation pour une cause, un projet, une action, et puis laisser la place à d'autres habitants à un autre moment dans la vie de ce contrat de ville ou cette contractualisation. Oui, Nicolas. Ouais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser quand même à des questionnements que j'avais dès le début par rapport à ça. C'est quand même questionnant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'imposer la participation d'habitants, c'est souvent les plus précaires à qui on leur demande. On parlait là des conseils citoyens, mais je me rappelle, dans ma vie d'avant, moi je travaille dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile et la loi de 2002 a imposé la participation des résidents d'un CHRS ou d'un CADA. Et on n'impose jamais la participation des habitants du centre-ville. Toujours des questionnements comme ça qui me traversent. C'était juste une réflexion. Sans compter que Conseil citoyen était un dispositif en tant que tel, un dispositif en plus piloté par une EPCI, mais à l'échelle d'un QPV, alors que d'habitude, les dispositifs de participation sont pilotés par des collectivités. Donc, il y avait aussi une question d'échelle et de mise en accord qui a été un loupé, à mon avis. Enfin, nous, en tout cas à l'ORIV, si je peux aussi témoigner d'une anecdote, quand on a eu à accompagner ou à appuyer des collectivités, des animateurs ou animatrices de conseils citoyens, les témoignages quand même qu'on avait, c'est qu'on se rendait compte qu'à aucun moment, la collectivité, l'État, on va déléguer du préfet notamment, et la structure porteuse, et donc l'animateur ou animatrice du conseil citoyen, ne s'étaient rencontrés, ne serait-ce que pour se demander qu'est-ce qu'on voulait faire ensemble de cette instance de participation. Donc, ça donnait des situations quand même où on avait des animateurs, animatrices qui étaient censés être le maillon très, très important d'une chaîne qui reliait quand même les partenaires finalement d'un contrat de ville et les habitants. Sauf qu'à ce maillon-là, on ne donnait aucune prise pour raccorder l'ensemble de la chaîne. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier pour le futur, là, pour les prochaines instances ou les prochaines formes de participation. Je ne sais pas comment il faut les nommer là tout de suite, mais prenons le temps de se questionner. S'il y a une chose qu'on peut faire là maintenant, c'est déjà ça, se questionner ensemble, État, collectivité et structures locales. Alors, lesquelles, ça c'est un peu le problème, mais au moins État et collectivité, y compris EPCI, c'est-à-dire EPCI, commune et État, sur quel sens et quelle intention on va donner à ces futurs endroits de participation des habitants. Il y a 15 ans, à peu près, ouais, même un peu plus, 15-20 ans, en fait, les professionnels de la politique de la ville de tous horizons, et y compris les élus aussi, ont commencé à se réunir, en fait, dans des collectifs comme, je sais pas si vous vous en souvenez de ça, le collectif Pouvoir d'agir, par exemple, qui avait été créé en 2010 et en fait, ils réfléchissaient justement aux pratiques et cetera, à la philosophie aussi de la participation. C'était des espaces d'échange, en fait, qui, bon, bah, malheureusement ont disparu, en fait, mais moi, je retrouve un peu de cet esprit-là dans, je ne sais pas comment vous appelez ce temps d'échange, mais dans ces espèces de séminaires là où on discute en fait tous ensemble et où on voit en fait qu'il y a des bonnes volontés quoi, et qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que ça c'est vraiment utile. Et à l'époque, il y avait des associations comme l'ADELS par exemple, qui œuvraient justement pour la participation et qui voulaient renouveler un petit peu les pratiques et qui faisaient un peu de la, alors c'est peut-être un peu condescendant de dire ça, mais de la pédagogie aussi auprès des élus. Et c'était bien, c'était très bien. Alors, je ne sais pas si il faut voilà, faire la révolution et créer des structures comme ça à foison, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait une dynamique qui s'est peut-être un peu perdue, j'ai l'impression aujourd'hui, mais qu'on retrouve parfois, voilà, à quelques niveaux comme aujourd'hui, là où on est 33 en fait à s'interroger, à s'écouter les uns les autres, quoi, et où on voit en fait qu'il y a une base pour faire les choses. Et après, je pense que c'est aussi à nous d'imposer nos vues en tant que professionnels de tous horizons sur ce qu'on veut en fait véritablement, sachant qu'on est toutes et tous un peu ici le relais aussi des habitants et on les écoute en fait. Et c'est aussi à eux de parler. Et si on peut les y aider, bah, pourquoi pas. Donc moi, je trouve ça en tout cas très bien ce genre de temps d'échange.
Ouais, j'ai une question aux collègues de Normandie, de Hauts-de-France. Laetitia, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais j'ai eu l'impression quand même dans ces conseils citoyens, pardon, qui étaient au départ des instances de participation, se sont rapidement transformés en instances d'action. C'est-à-dire que les conseils citoyens devaient mettre en place des actions, etc., et qui n'étaient pas dans l'absolu la finalité. Je ne sais pas si en Normandie ou en Hauts-de-France, vous avez eu le même écho ou les mêmes transformations basculant. Et quand je dis basculement, c'était même avant Covid, hein. Mm. Euh, Bah, je peux parler pour la Normandie. Ça vraiment dépend quand même d'un territoire à l'autre. Il y a quand même une forte attente, c'est vrai, tes partenaires, tes collectivités qui jugent aussi la réussite du Conseil citoyen à l'aune des actions qu'ils pourraient porter. Et c'est vrai qu'il y a quand même, ça fait une très lourde charge sur leurs épaules. Alors que voilà, un Conseil citoyen n'a pas forcément pour vocation de porter des actions sur le quartier, mais de fait, c'est souvent un critère de réussite qui est mis en avant par ceux qui accompagnent les conseils citoyens. Après, finalement, sur ce rôle du conseil citoyen plutôt porteur d'action ou plutôt partenaire institutionnel, entre guillemets, parce que aussi des conseils citoyens qui se sont quelque part institutionnalisés parce qu'ils sont bien plus finalement dans les comités de pilotage, les COTEC, les groupes de travail. Typiquement, sur Caen-la-Mer, on va plus avoir des conseils citoyens. Il y a tous 7 quartiers prioritaires. Ils fonctionnent beaucoup en interconseil citoyen parce que finalement, par commune, il y aurait trop peu d'effectifs pour qu'il y ait vraiment une action pertinente. Enfin bref, ils trouvent leur compte, en tout cas eux, dans le fait de se regrouper à l'échelle des 7 conseils citoyens. Les 7 conseils citoyens sont finalement des conseils citoyens plutôt institutionnels quelque part. Ils sont vraiment préparés pour participer au comité de pilotage, au comité technique. Ils sont vraiment une voie un temps qui leur a été dédié dans les groupes de travail. Par contre, ce ne sont pas du tout des conseils citoyens qui portent des actions sur les quartiers. Parce que c'est vrai qu'ils sont eu. Alors, il y a eu aussi un accompagnement d'un tiers extérieur, et en général, ce qu'on a pu constater sur notre région, là où il y a un centre social, une association, enfin bref, un tiers qui est vraiment missionné sur l'accompagnement des conseils citoyens, en général, ceux-ci ont une plus grande autonomie sur les rôles qu'ils s'assignent eux-mêmes. Et donc, sur Caen-la-Mer, en tout cas, il y a eu finalement ce choix des membres de plutôt profiter de l'instance conseil pour participer aux différents comités pilotage, comités techniques, puisque de toute façon, ce côté action sur le terrain, ils le retrouvent par ailleurs dans les autres investissements bénévoles. Donc, je vous rejoins clairement sur le fait que, voilà, sur le côté portage d'action, c'est souvent ce qui est attendu sur des conseils citoyens. Mais après, voilà, sur certains territoires, finalement, certains conseils citoyens ont cette autonomie, finalement, pour réfléchir vraiment sur leur rôle et s'assigner eux-mêmes des objectifs qui n'ont pas été imposés par leurs partenaires. Et du coup, sur les Hauts-de-France, un peu la même. C'est partagé entre ceux qui portent beaucoup d'actions et ceux qui sont plutôt dans les instances de pilotage, sachant que nous, on a tenté, quand on voyait les conseils citoyens partir trop dans les actions, de leur dire c'est bien pour la mobilisation collective, renouveler l'effort, mais de là à être le comité des fêtes de la commune, vous perdez beaucoup d'énergie. Ça donne un bon prétexte à la commune pour ne pas vous inviter au comité de pilotage de la politique de la ville aussi, ou au comité technique, et ensuite, ça vous donne aussi, vous êtes jugé parti dans la politique de la ville, parce que si vous faites des actions, vous avez des crédits politiques de la ville sur la programmation, et derrière, ça ne vous donne pas la légitimité de pouvoir donner un avis éclairé sur les autres actions, quoi. Donc voilà, je dirais que on voit dans les agglos où ça fonctionne plutôt bien et où le comité de pilotage est ouvert depuis le début. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Par contre, on va dire les petits territoires, peut-être, les petites communes ou communautés de communes ont plutôt une tendance à aller vers les actions de proximité. Et après, ça pose aussi la question du nombre d'acteurs sur le terrain. C'est que là, j'ai une commune en tête qui est qui est en milieu très rural. Il n'y a pas d'acteurs locaux. Donc, finalement, le conseil citoyen, il remplace toutes les structures qui ne sont pas sur le territoire. Et du coup, on ne peut pas leur dire que ce n'est pas légitime, même si ce n'est pas vraiment le rôle du conseil citoyen, quoi. Il remplace un vide quand même dans le quartier.
suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Edouard. En même temps, on a observé aussi la même chose. En fait, j'ai vu beaucoup de conseillers citoyens s'épuiser parce que il fallait monter le collectif, il fallait se faire connaître, il fallait obtenir une certaine légitimité vis-à-vis des partenaires de la politique de la ville, qui parfois refusaient en fait de les associer. Et donc, ils ont multiplié les actions pour se faire connaître, etc. Et puis pour dire, bah, on fait quelque chose quoi, pour le quartier. Ils remplaçaient, effectivement, je suis d'accord, certaines structures qui n'étaient pas là. Et au final, bon, bah, voilà, on se rend compte que c'est un espèce de comité de quartier bis ou, comme tu dis, Pierre-Edouard, un comité des fêtes. Et en fait, ça a fait les affaires de celles et ceux qui ne voulaient pas de cette participation. Parce qu'en fait, on les relègue alors, j'aime pas, pardonnez-moi pour ce terme, parce que c'est très utile, ça tisse du lien social, mais c'est futile par rapport aux ambitions qu'on avait pour ce dispositif, et notamment de co-construire la politique de la ville. Et en fait, moi, pour ce que j'ai observé dans pas mal de conseils citoyens, quand ça se passe super bien, en fait, c'est juste que le chargé de projet politique de la ville file un tableau en fait des actions, et les conseillers citoyens disent oui, non, mais en fait, on se rend compte qu'après, il y a des comités de pilotage qui sont menés ou en aval ou en amont, peu importe, et en fait, la décision, elle est toujours prise par les élus. Donc voilà, moi j'ai observé ça aussi, et c'est assez désolant en fait. Donc il y a eu cette propension à multiplier les projets pour obtenir des financements, etc. Et au final, parfois, ils se retrouvent avec pas mal de subventions, mais pour en faire quoi? Bah rien. Et aujourd'hui, cet argent-là, il est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi en faire, et les gens se démobilisent parce que bon, bah, finalement, ils ont l'impression de servir à rien, quoi. Et c'est triste. Et pour donner un contre-exemple, alors moi qui m'avais aussi bien bousculé dans mes représentations, c'est sur un petit territoire qui n'est pas très loin de Strasbourg, où en fait la collectivité se saisit de cette opportunité de monter une instance de participation, et le maire est présent à chaque réunion du conseil citoyen. Sauf qu'il se met dans une posture de co-construction permanente. Et du coup, les habitants n'envisagent même plus de se réunir sans la présence du maire, puisque eux se disent, nous, en fait, il est là, c'est bien, du coup, le dialogue est très facilité, on peut aller beaucoup plus vite. Et quand on a quelque chose à dire, notamment, par exemple, sur des choses que vous connaissez, mais par exemple, la gestion sociale et urbaine de proximité, des histoires de piétonnement, de cheminement piéton, les urbains ont pensé un certain type de cheminement, les habitants, attention, non, nous, on passe par là, en fait, il faut que la trajectoire doit être celle-ci. Eh ben, ils se rendent compte, l'un comme l'autre, collectivité comme habitant, que le fait que le maire soit présent en permanence facilite finalement les processus de décision, etc. Et ça m'avait perturbée finalement à la fois sur la question de le conseil citoyen doit être autonome, mais en même temps, comme l'élu se met dans une posture tout à fait à l'écoute et pas du tout dans un cadre dirigiste, c'était contrebalancé. C'était assez intéressant à observer. Vas-y Anaïs, pardon. Pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, Laetitia, nous, c'est vrai que sur notre territoire, il y a plusieurs instances en fait de consultation citoyenne. J'ai bien dit consultation. On a les conseils de quartier, on a les réunions publiques et il y a les conseils citoyens. Et en fait, j'ai remarqué, pour avoir participé aux différentes instances, que lorsqu'il y a le maire dans les réunions publiques qui vient, tout de suite, c'est vrai que comme il est plus dans une position d'écoute et vraiment de vouloir prendre l'avis des citoyens sur certains projets, même si évidemment sur certains trucs, les décisions ont déjà été prises, ou en tout cas, il y a déjà un accord qui a été pris au niveau des institutions. J'ai l'impression que ça favorise vraiment le dialogue des habitants et aussi la prise de parole. Alors qu'en conseil citoyen, par exemple, il y a vraiment très peu d'avis en fait. Au contraire, la réunion publique, il va y avoir 200 personnes qui vont venir du quartier, il va y avoir beaucoup d'échanges, ça va durer de 19h à 23h. Enfin, franchement, c'est vraiment très, très, très différent. Et c'est vrai que là où on pourrait penser que le maire viendrait, comment dire, limiter la parole des habitants, au final, c'est tout l'inverse. Donc, ouais, je rejoins complètement ce que tu es en train de dire.
Bah, encore une fois, c'est une question de posture et de culture de la participation, entre guillemets. Enfin, on en revient quand même souvent aussi à ça, sur qu'est-ce que les uns, les unes et les autres entendent par participation des habitants. Est-ce que d'autres personnes ont envie de témoigner d'une situation, de réflexion? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous questionner là sur vos territoires, sur le futur de la participation à l'échelle de vos quartiers? Ou pour l'instant, vous attendez simplement les directives de l'État? Oui, Anaïs. Bah, du coup, sur ce qui est diagnostic territorial, on commence les travaux là. Enfin, on va commencer les travaux en avril et on va commencer à se poser la question sur comment recueillir la parole des habitants sur les représentations du quartier, etc. Mais on commencera du coup à la mi-avril à faire tout ça. Et nous, de notre côté métropole, on est déjà en train de recueillir toutes les données quantitatives en open data, etc., sur les différents quartiers pour déjà avoir une bonne base de données quanti sur les quartiers. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques ou témoignages ou questions, je vous propose qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette visio. On savait qu'on n'aurait peut-être pas besoin des 2 heures complètes, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, je pense que vous le savez néanmoins, c'est que donc on a mis à disposition l'ensemble des ressources et des éléments abordés sur le site internet de l'ORIV. Tout vous sera envoyé. Je pense que pour les personnes qui ont déjà participé à d'autres séances du cycle, vous avez dû déjà recevoir les éléments. Donc, vous avez à dispo les visios, enfin le replay des visios et les documents quand on envoie des liens ou qu'il y a des documents PDF ou autres attachés à la séance. Donc, tout est disponible sur le site internet de l'ORIV. On avait à la base pensé ce cycle de qualification en 4 séances et nous en rajoutons une, comme je le disais. Donc le jeudi 6 avril de 14h à 15h30. Dans le PowerPoint qui vous sera diffusé, vous avez le lien d'inscription. Donc c'est notamment Muriel Maffesoli, la directrice de l'ORIV, que d'ailleurs j'excuse pour avoir été absente aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais qui animera cette séance-là. Et pour tout le reste, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Donc, nous, peut-être que, enfin, pour certains, vous le savez sans doute, l'ORIV, évidemment, déploie ses énergies dans cette période de construction de la prochaine contractualisation pour apporter des ressources, de la méthodo, etc. pour les acteurs de terrain que vous êtes. Donc, s'il y a des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Un grand merci à nos 3 collègues là qui sont intervenus aujourd'hui pour la précision des échanges, la mise à disposition de l'outil. Les collègues, n'hésitez pas derrière vos écrans à utiliser tout ce qu'on a pu aborder. Enfin, ce sont vraiment même dans les séances précédentes, on a aussi voulu faire un cycle de qualif où vous pouvez trouver un peu des outils clés en main, parce qu'on sait que c'est des périodes parfois qui peuvent être un peu angoissantes. Donc, c'est toujours bien quand on peut un peu utiliser de l'outil. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin.